Ok, posez votre question. Tout à l'heure, vous venez de dire qu'on va créer notre première page d'accueil avec Elementor avant de créer encore une autre page. C'est pas bien sûr. Non, c'est une continuité. Si vous avez suivi le cours normalement, ou alors réviser les vidéos, à chaque fois, je vous demandais de pratiquer ce que nous avons fait. Donc, c'est la même chose. C'est un peu comme ce que nous avons fait sur le site d'exemple, quoi. Donc, à chaque fois, on crée des pages. Vous pouvez créer une page d'accueil. C'est un exemple de page d'accueil. Après, vous allez créer juste une autre plus tard. C'est pas, la page que vous avez créée avant ne va pas disparaître, en fait. Donc, c'est juste une page que vous ajoutez. Un peu comme nous avons fait la dernière fois. Il y a une page qu'on avait créée avec Gutenberg. On n'a pas supprimé la page. On a juste créé notre page plus tard lorsqu'on a installé notre thème. Mais la page d'avant n'a pas disparu. Donc, lorsqu'on crée une page et qu'on ajoute même un thème, les pages d'avant ne disparaissent pas. C'est à nous d'aller les supprimer si on veut, en fait. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, aujourd'hui, on va un peu essayer de. On va juste essayer d'entrer dans notre thème et faire donc des personnalisations sur les pages qui ont été créées afin d'avoir quelque chose euh, d'un peu joli. Bon, juste pour personnaliser quoi. Comme par exemple, le texte était en anglais. On va juste modifier et découvrir encore d'autres éléments du constructeur Elementor. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on aura à la fin une page d'accueil qui a notre goût. Alors, pour le faire, on va tout simplement entrer et revenir sur notre site. Alors, un instant. Je vais revenir avec notre site là de la dernière fois. S'il vous plaît, monsieur, j'ai aussi une préoccupation. Est-ce que c'est Ouais. possible de télécharger la vidéo là-dessus pour qu'on puisse les regarder, pas forcément lorsqu'on est connecté? Ah, si vous pouvez les télécharger. Là, j'aime pas, j'ai juste stocké ça. Donc, si vous pouvez télécharger, vous téléchargez. Les- C'est parce que je n'ai pas pu télécharger. Je ne vois pas Non, une ce n'est icône pas pour dire téléchargeable. télécharger. J'ai juste uploadé en ligne et c'est non répertorié. Donc, vous pouvez pas. C'est pas une vidéo qu'on peut télécharger. C'est assez lourd. Je ne peux pas proposer l'option de téléchargement puisque c'est pas sur mon serveur. J'ai juste mis en ligne là, comme non répertorié. Et là-bas, j'affiche juste bon, quand vous regardez, ça ne pèse pas. Donc, si vous faisiez les outils pour télécharger, mais je ne pense pas que les vidéos non répertoriées sont souvent difficiles à télécharger, mais c'est possible. Il y a des outils pour télécharger les vidéos et les lire après. Ok. Donc, alors, la dernière fois, donc, nous avons donc abordé Elementor, nous avons expliqué c'était quoi Elementor, nous avons essayé de parcourir un peu Elementor. Aujourd'hui, nous allons donc aborder en fait ici un aspect essentiel lorsqu'on fait la création de sites internet. Donc, comment modifier les différentes sections de notre site internet lorsque nous avons essayé d'installer un template. C'est lorsqu'on installe un template, c'est pour nous faciliter la tâche. Ce n'est plus à nous d'aller reconstruire les différentes pages. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc installer notre template, comme vous avez vu là, importer un modèle. Une fois qu'on aura le modèle, on va tout simplement modifier ce modèle-là. Mais maintenant, il y aura des pages que nous-mêmes, nous allons essayer de la construire. Raison pour laquelle nos compétences, lorsque nous avons apprises pour euh, Elementor vont entrer en jeu. Parce que ce n'est pas toutes les pages qu'on va reconstruire. Regardez par exemple, nous avons installé notre template Astra. Et une fois qu'on a installé le template Astra, nous avons importé le modèle, ce modèle-ci, qui correspondait à ce qu'on voulait. On voulait par exemple un site web pour présenter nos services. Mais maintenant, il peut arriver maintenant que on veut ajouter comment? Il peut arriver qu'on va ajouter d'autres éléments dans la page. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter une page et construire cette page nous-mêmes. Peut-être on va construire cela avec Gutenberg, peut-être également avec Elementor. Ça dépendra de nous. Donc, lorsqu'on crée un site internet, il y a les sections qu'on va pouvoir ajouter. Et les sections qu'on ajoute souvent, c'est ce qu'on appelle en fait des sections dynamiques. Ces sections-là vont rendre notre site web assez vivant, assez interactif. Et on va l'orienter en fonction de ce qu'on veut faire. On va l'orienter en fait en fonction de ce qu'on veut montrer à nos clients. Alors, parmi les sections, lorsque je parle par exemple des sections dynamiques, je fais référence par exemple au formulaire, par exemple les témoignages.
ou alors les boutons d'action. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire quoi, l'utilisateur va peut-être lire ça, et ça va lui permettre de déclencher quelque chose. Il va peut-être cliquer là pour peut-être aller chercher quelque chose. Donc, ça, c'est des choses que vous devez connaître. Comment insérer les formulaires de contact, par exemple pour une inscription ou alors pour une prise de rendez-vous. Comment insérer les endroits pour le témoignage. C'est très important si vous vous rappelez très bien. Par exemple, ici, là, voilà un exemple, par exemple, de témoignage. Comment insérer les call to action? Ça, c'est un call to action. Bon, la dernière fois, vous avez un peu vu les call to action, par exemple, ici. On a ce qu'on appelle un call to action. Donc, si vous vous rappelez très bien, du coup, on avait parlé, c'était quoi les call to action. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va essayer de personnaliser, par exemple, un site comme celui-ci pour en ressortir avec quelque chose d'assez correct. Alors maintenant, la première chose que nous allons voir, c'est le contact. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment on ajoute du texte, comment on structure avec les grilles, comment j'ajoute un bouton, comment je me base de mon design pour faire quoi que ce soit. Donc, si on vous donne par exemple ce design-ci, ce sera facile pour vous de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la dernière fois, nous avons vu quelque chose d'assez correct. La dernière fois, nous avons vu les grilles. Donc, vous voyez qu'avec ça, déjà, par exemple, si vous vous rappelez bien, avec les grilles, on peut facilement gérer ce design-ci. On prend tout simplement une grille de 2 colonnes, une grille de 3 colonnes et 3 lignes. Et dans chaque colonne, on va donc mettre ici là une image comme une icône, un titre et un paragraphe. Vous vous rappelez très bien, on avait déjà un élément, en fait, un bloc, un widget Elementor qui permettait de représenter directement tout ça. Où on a directement une image, un titre et un paragraphe. Et vous-même, vous pouvez le faire par vous-même. Donc, ça dépend entièrement de vous. Donc, par exemple, la première chose que nous allons faire aujourd'hui, en fait, c'est d'essayer de voir comment on ajoute un formulaire de contact à notre site. Vous vous rappelez très bien, nous sommes sur le site que nous avons commencé dès le départ. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Lorsque je suis sur le site, forcément, je me connecte comme administrateur. Quand vous vous connectez, forcément, cette ligne-ci apparaît. Vous vous rappelez très bien. Alors, dès qu'elle apparaît, donc, je vais me positionner sur la page que je vais modifier. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est question? Il est question ici d'ajouter un formulaire de contact avec Elementor. Or, le thème qu'on avait déjà fait nous permettait d'insérer cela. Donc, si on repart dans la page contact, par exemple, on va tout simplement voir là la page de contact et un formulaire qui est à droite là. Alors maintenant, le formulaire ici est à droite. Comment est-ce qu'on a donc fait pour avoir ce formulaire à droite? Alors c'est simple. Il y a plusieurs manières pour ajouter un formulaire dans un site WordPress. La première méthode, c'est la méthode de WordPress. WordPress vous permet d'ajouter des formulaires à un site internet. Également, il y a des extensions qui vous permettent d'ajouter des formulaires. Donc, il y a le widget de type WP Form. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Elementor, lorsque vous l'installez, en fonction du template que vous installez, le plus souvent, il va installer ça à votre place. Donc, l'extension, vous devez noter ça. L'extension qu'on utilise pour ajouter les formulaires s'appelle ici WP Forms. Il s'appelle WP Forms. Ça, c'est l'extension. Mais WordPress vient déjà également avec un système de gestion des formulaires qui est Google, qui est Contact. Donc, si on vient par exemple là, le plus souvent, si on vient ici, on va aller un peu au tableau de bord. Ici, là. Quand nous sommes au tableau de bord ici, là, si vous venez au niveau des extensions, vous pouvez y remarquer même ici que on a déjà WP Form qui a été installé. Il a été installé lorsqu'on nous avons ici là installé notre template, notre modèle de page, si vous vous rappelez très bien. Parce qu'un modèle de page a été conçu avec plusieurs extensions et du coup, directement, il a ajouté. Donc nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'utiliser dans notre site internet. Mais sans extension également, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est pas obligé, mais pour que ça soit joli, forcément, vous allez chercher une extension comme WP Form parce que l'extension par défaut de WordPress, alors lui, il n'est pas assez joli. Raison pour laquelle on va vous conseiller d'aller vous faire votre, votre formulaire avec des extensions qu'on va télécharger tout simplement. Donc là, par exemple, je suis sur ma page de contact. Il est question d'ajouter quelque chose. Bon, on va éditer cette page avec Elementor. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on l'installait, en fait,
notre modèle de page, on avait bien dit que toutes les pages en fait vont être faites avec Elementor. On avait coché dans Elementor. Donc du coup, toutes les pages de notre site, que ce soit accueil, à propos, services et contacts, sont faits ici avec Elementor. Regardez très bien ici en haut. Chaque fois qu'on sera sur une page, en fait, si cette page a été faite avec Elementor, vous allez voir cela modifié avec Elementor. Et vous voyez très bien qu'il y a également le constructeur du thème qui apparaît. C'est pour dire que le constructeur du ça c'est un template qu'on a pris et le constructeur du template se reconnaît que cette page appartient à lui. Et maintenant, on peut également faire les réglages sur ce site-ci, et notamment ici avec Elementor. Donc ce que je fais, c'est quoi? Je clique tout simplement sur modifier avec Elementor. Donc toutes les pages que vous avez créées avec Elementor, à défaut, vous pouvez tout simplement aller sur modifier avec Elementor. Donc c'est pas compliqué. Donc une fois que c'est fait, on va tout simplement venir ici au niveau de la page. Alors une fois que nous sommes dans la page, vous allez bien remarquer, et allez très bien, on va essayer de voir ce que contient cette page ici en fait. Alors si vous voyez très bien qu'on est sur cette page ici, on peut déjà identifier quels sont les widgets qui sont là. On a le premier widget que voici. Vous voyez que c'est un conteneur. Donc pour placer ça, c'est presque la même chose que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois, nous, on avait tout un titre là. Alors, si on revient même ici, on peut réviser. Non, c'était pas ici, c'était... Attendez, je veux ça. SWP... C'était accueil 2, si je ne me trompe pas. Ok. Donc voilà ce qu'on avait construit la dernière fois. En fait, on avait toujours ici un conteneur. Nous avons fixé sa taille ici à presque à la moitié de l'écran sur lequel il est ouvert. La moitié de l'écran. Donc c'est la même chose ici. Regardez ici. Pour pouvoir faire ce visuel ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement ajouté un conteneur. Vous vous rappelez très bien. On a un widget ici là de type conteneur. On a tout simplement ajouté un conteneur. Ça veut dire qu'il va contenir des éléments. Une fois qu'on a ajouté le conteneur, qu'est-ce qu'on a fait? On a encore ajouté un widget qui permet de mettre quoi? Le titre. Quand il clique par exemple sur modifier ici là, c'est comme ça que vous devez faire quand vous avez votre template et son modèle de page. Ça, je connais directement que c'est un titre. Et pour vérifier, qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement ici là sur modifier le titre. Et vous voyez que ça me met dans ici là que c'est un widget de type titre. Donc dans mon conteneur, j'ai ajouté premièrement un titre. J'ai donc donné un style. Vous voyez qu'on a mis ça en gras, on a augmenté la taille. Alors par la suite, on a notre conteneur. Vous pouvez voir là toujours, quand vous cliquez là, vous allez voir que c'est toujours un titre. Donc, on a pris ça comme un sous-titre et on a donc défini également sa taille et tout. Après, on a juste un texte. Donc, quand vous cliquez par exemple également ici, vous voyez très bien ici là que c'est un éditeur qu'on a ajouté. Donc, tout ça, c'est ici. Que ce soit un titre, c'est un widget qui existe. Que ce soit par exemple, pour avoir les longs textes ou alors comme les paragraphes, c'est un éditeur. C'est ce qu'on a tout simplement tiré et on a ajouté là. Donc ça, c'est la première section pour vous montrer que ce n'est pas compliqué de le faire. Après, nous sommes dans la deuxième section. Pour voir comment ça a été fait, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez toujours ici, là. Voici la section qui commence là. Donc, ceci, ça vous permet quand vous survolez tout en haut là, vous cliquez dessus. Ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire ça. Ouais, qu'on a tout utilisé, c'est quoi ici? Un conteneur. Donc, c'est déjà pour vous dire que chaque fois qu'on construit une page, en fait, c'est un conteneur qu'on utilise. Et dans ce conteneur, on va pouvoir placer les éléments. Ça peut être des grilles, ça peut être des grilles. Il y a des grilles flexibles que nous avons vu la dernière fois. Donc vous voyez que là, c'est toujours un conteneur. Les conteneurs sont les sections. Si vous vous rappelez bien de notre design, j'avais dit quoi? Lorsqu'on subdivise notre design en sections, alors chaque section là, c'est ce qu'on appelle un conteneur. Et à l'intérieur, vous allez mettre tous les éléments que votre conteneur contient. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on a? On examine d'abord la page avant de voir comment on va ajouter cela dans notre formulaire. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement ici ici. Donc, quand on clique là, nous sommes dans notre conteneur. Vous voyez que le conteneur est divisé presque en deux blocs. D'abord, il y a d'abord deux grands blocs. Il y a d'abord ce bloc-ci. Il y a ce bloc-ci. Qu'est-ce que ça vous montre déjà? Ça vous montre déjà qu'on a utilisé ici là, premièrement, un alignement en colonne. Donc, si vous n'avez pas un alignement en colonne, vous ne pouvez pas facilement le faire. Donc, premièrement, on a ajouté un alignement en colonne qui nous permet donc ici là de placer notre contenu comme on veut. Donc, il y en a deux colonnes ici. Regardez très bien. Et lorsqu'on a deux colonnes, vous pouvez donc ici là modifier la largeur de chaque colonne. C'est très facile. Soit vous cliquez sur ce petit rectangle, ce que vous voyez ici là. Je ne sais pas si vous voyez.
il y a ce petit rectangle ici qui vous permet d'aller dans les modifications du conteneur. On a un conteneur dans lequel on a encore deux conteneurs. Ça peut être un conteneur flexible, ça peut être une grille. Donc ici, là, c'est par exemple, c'est les conteneurs également. Donc, on a un premier conteneur à gauche, on a un deuxième conteneur à droite. Et chaque fois, regardez bien, dans les paramètres, il y a tout ce que vous pouvez connaître. Premièrement, on a là, en fait, si nous sommes ici, par exemple, on a fait un conteneur flexible, c'est-à-dire qu'un conteneur dans lequel on pourra ajouter plusieurs éléments. Et lorsqu'on parle de conteneur flexible, on pourra donc modifier la taille des éléments, ou alors la taille des colonnes qu'on ajoute. On va seulement jouer la largeur du contenu ici. Et on va pouvoir définir la largeur comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est la largeur du contenu principal. Mais ici, là, maintenant, on a un conteneur. Quand il veut voir, il vient tout simplement là, ici. Il clique sur lui. Vous voyez que j'ai toujours un conteneur qui est placé. Et maintenant, on a défini également ici, là, sa taille. On a dit qu'il est flexible. Flexible, pourquoi? Sûrement parce qu'on a mis les éléments à l'intérieur et après, on va vouloir peut-être que ces éléments-là s'alignent d'une certaine manière. Donc, si vous voulez construire ce modèle, ça veut dire quoi? Et dans votre conteneur principal, vous avez encore mis un conteneur. Et vous voyez que le conteneur de gauche, encore, lui, il a deux éléments. Il a une colonne à gauche, une colonne à droite. Donc, ce sont des colonnes dans des colonnes. Même chose ici, là, c'est presque la même chose. Donc, ça, c'est tout simplement un conteneur dans lequel on a aligné des éléments. Alors, nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est comment est-ce qu'on a fait donc, pour ajouter ce formulaire. C'est parce que nous sommes en train de travailler directement sur le template, parce qu'on ne veut pas donc aller construire. C'est pour ça que lorsque vous choisissez un template, c'est parce que vous ne voulez pas aller construire vous-même toutes les pages. Forcément, il y aura des pages que vous allez créer, peut-être si vous avez un designer qui l'a fait. Mais à la base, vous avez une structure complète. C'est l'objectif du coup. L'objectif du coup n'est pas d'aller encore recréer à chaque fois. C'est de pouvoir coder sans s'encombrer en fait. C'est de pouvoir faire créer des pages sans s'encombrer autant pour moi. Donc, lorsque je suis là, je peux donc regarder ici là. Donc, si je veux examiner l'élément ici en fait, qu'est-ce que je fais? Je clique juste sur ce qui a la forme de crayon ici à droite. Vous voyez que quand je clique dessus, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que j'ai ajouté ce qu'on appelle ici là un code court. Un code court voudrait dire quoi? Ça, c'est des choses que vous devez retenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé un formulaire. On a créé notre formulaire en fait. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé copier son code pour venir l'ajouter. Et comment on ajoute un code court? C'est simple. Pour ajouter un code court, on fait tout simplement là, ici, là, un plus. Forcément, les codes courts en fait viennent directement en fait ici avec le type d'élément que vous êtes en train de vouloir faire. Par exemple, quand vous voulez ajouter un code HTML, si vous faites du HTML, vous allez pouvoir l'ajouter ici là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le code AITech, mais c'est beaucoup plus payant, c'est beaucoup plus personnalisé. Donc, si c'est un code court, ça veut dire que c'est un code de type WordPress. Dans WordPress, c'est ce qu'on appelle les codes courts. Donc, même si vous créez un formulaire en fait dans WordPress, il faudra donc ici là que vous venez donc également je veux dire quoi, que vous venez également ici, vous copiez son code et vous venez l'insérer dans la page que vous voulez. L'insérer, c'est facile. Vous créez juste son conteneur et vous venez ajouter le code court à l'intérieur. Donc, quand je vais peut-être ajouter un code court ici en bas, par exemple, on va me demander quel est le code que je veux. Et c'est toujours comme ça que le code est. Donc, c'est toujours entre, on appelle ça comment, entre crochets. Vous allez ajouter un code court. Donc, ça voudrait dire quoi ici? Ça voudrait dire quoi? Que pour ajouter un formulaire en fait dans une page, il faut au préalable créer ce formulaire. Parce qu'un formulaire, c'est une fonctionnalité, si vous vous rappelez très bien. Et une fonctionnalité s'ajoute à partir de quoi? À partir d'une extension. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours au préalable créer notre formulaire avant de venir dans ici, ajouter. Mais l'avantage avec Elementor, c'est la raison pour laquelle on utilise le constructeur Elementor, c'est que avec Elementor, on peut directement intégrer sans penser au code court. Lui, il va le faire automatiquement. Donc, l'objectif ici n'est pas de vous faire retenir c'est quoi le code court et tout. C'est juste pour vous montrer à quoi ça peut servir. Donc, moi, si je vais ajouter ce formulaire, qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement sur l'ajout d'un formulaire et je vais taper tout simplement l'extension que je veux. Bon, avant même d'aller là-bas, je vais aller vous montrer l'extension en question. On va revenir au niveau du tableau de bord. Donc, ça cherche. Une fois que nous sommes sur le tableau de bord, en fait, on va chercher dans ici extension. Alors, on va chercher extension. Vous allez voir que parmi les extensions installées, il avait automatiquement ici installé WP Form. Donc, c'est ça ici en fait. WP Form Lite, c'est tout simplement une extension de formulaire de contact pour les débutants. Il y a plusieurs qui existent également et donc ça va. C'est pas le seul, mais c'est l'un des plus utilisés parce qu'il a une version
gratuite. Je vous conseille de l'utiliser. Mais vous pouvez également utiliser le constructeur par défaut de WordPress. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous autant pour moi. Donc là, nous sommes ici là, donc, vous voyez que très bien qu'on a installé l'extension. Vous savez déjà comment installer l'extension. Vous prenez le nom, vous connaissez le nom. Quand vous connaissez le nom, vous allez venir tout simplement ici au niveau de ajouter une extension. Une fois que vous avez ajouté une extension, vous saisissez tout simplement le nom de l'extension que vous voulez. Et c'est tout. Ça va rechercher parmi les extensions. Vous allez voir très bien ici là que on a l'extension WP-Form. Comme je vous disais tantôt, c'est la meilleure extension autant pour moi. Et c'est l'extension la plus utilisée. Vous voyez qu'on a plus de 6 millions de personnes qui l'utilisent. C'est pour vous dire que c'est l'une des extensions les plus utilisées. Alors, je vais une fois directement vous parler également d'une autre extension. Il y a l'extension également WP Mail SMTP by WP Form. Alors, pourquoi celui-ci? C'est parce que quoi? L'extension WP Mail SMTP, bon, si vous avez fait un peu informatique, vous allez comprendre ce qu'on appelle peut-être SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Donc, c'est le protocole en fait qui permet de gérer en fait ici l'envoi des emails. Lorsqu'on a un formulaire, vous savez très bien que lorsqu'on a un formulaire, c'est pour envoyer des données. Donc, quand l'utilisateur va remplir le formulaire, il faudrait que lorsqu'il clique sur envoyer, ça puisse être acheminé vers une adresse email par exemple. Et pour le faire, il faudrait que au préalable, vous aurez installé ça. Bon, c'est pas obligatoire. Il y a les serveurs, en fait, par défaut, comme la majorité des serveurs sont des serveurs PHP. Par défaut, il y a les serveurs qui vont gérer l'envoi sans problème. Mais pour être sûr, en fait, le plus souvent, on va installer WP Mail. Parce que ce n'est pas tous les templates qui vont gérer l'envoi directement. Or, il y a les templates, en fait, qui ont déjà configuré. La dernière fois, je vous parlais, par exemple, de mon template que j'utilise le plus souvent, qui est Avada. Lui, par exemple, je n'ai plus besoin d'utiliser WP Mail, SMTP. Parce que lui, il configure déjà, mais il peut arriver maintenant que le serveur sur lequel vous êtes ne le fait pas automatiquement. Donc, vous devez installer les deux à chaque fois. Que ce soit lorsque vous avez utilisé un autre type de formulaire qui est différent de WP Form, vous pouvez également installer les deux. Donc, c'est les choses que vous devez noter. Donc, WP Form pour les formulaires et WP Mail SMTP pour gérer dans l'envoi, pour faciliter dans l'envoi de vos emails WordPress. Donc, ça vous permet d'envoyer facilement vos emails lorsque quelqu'un va cliquer par exemple sur un formulaire. Parce que l'objectif c'est quoi? Lorsque nous sommes dans un site et que quelqu'un a rempli un formulaire, il faudrait que vous soyez informé. Donc, il clique sur envoyer là, ça peut vous dire quoi? Il veut sauvegarder les données donc, en base de données. Une fois que c'est sauvegardé en base de données, il faudrait que l'administrateur ou bien les personnes concernées puissent être informés qu'il y a un nouvel utilisateur, alors qu'il y a un utilisateur qui a peut-être fait remplir un formulaire et qui a soumis. Ceci à quoi va permettre donc de développer mail SMTP. Alors, est-ce que jusqu'ici il y a des questions, monsieur Loïc? Non, oui, pas encore. Je suis en train de noter. Pendant que tu expliques, je me fais les notes comme tu dis qu'on note là. Ok, on va donc continuer. Les autres ont décidé de rentrer aujourd'hui. Bon, d'autres m'ont dit qu'il y a un problème d'électricité. Bah, on va pas annuler le coup. On va juste continuer. Alors, pour la suite, on était au niveau Par de... contre, moi, il rassemble encore mes informations. Moi, ils sont en train de vouloir créer un site vitrine en fait de prestation de services. Donc, je ne suis pas encore fort C'est progressif. dans... Les cours que nous avons fait Je te suis encore en permettent fait. de... Les cours que nous avons fait vous permettent de faire tout ça. Donc, si tu as suivi les cours depuis le début, tu es censé avoir avancé. Donc, tu commences de début. Tous les cours étaient enregistrés, postés sur le site. Et après chaque cours, tu es à mesure de connaître ce que tu dois faire pour ton site. Donc, on n'a pas besoin de rassembler pour attendre à la fin. Parce qu'il ne veut pas revenir. Donc, après le dernier cours, le jour qui suit, c'est présentation. Celui qui ne présente pas, il ne serait plus là. Ok. Ok, Mais on va présenter directement le projet final, non? Donc, exactement. tu Tout voudrais non, vérifier. avec tous les éléments, tous les exercices que j'ai donnés. Donc, ça se suit. Les cours se suivent. On a commencé par un cours sur le cahier des charges. Il faut dire que tu dois présenter ton cahier des charges. C'est à partir du cahier des charges que tu auras ton site à la fin. C'est pas que tu vas sortir directement créer un site internet. Ça se fait pas. Si tu as suivi le cours, tu es censé avoir suivi du début à Z comment on commence un projet jusqu'à la fin. On a commencé par la première chose importante, le cahier des charges, la charte graphique.
et tout le type de site. À partir de ça, les premiers cours qui ont été enregistrés, tu connais. Aujourd'hui, celui qui a suivi le cours normalement jusqu'aujourd'hui est déjà à mesure de faire une page d'accueil en fonction de tout ce que nous avons dit. Donc, elle est à mesure de faire tout ce que nous avons donné comme devoir. Oui, effectivement, sur un format, j'ai déjà tracé ma page d'accueil. J'ai déjà sorti la page d'accueil. Donc, il va Je ne maintenant parle pas de rester à tracer, je parle de suivre toutes les directives qu'on a données. Donc, le tracé, c'est la dernière étape, c'est la partie wireframe. Ok, on va continuer. C'était une parenthèse. Maintenant, pour ajouter le formulaire, c'est simple. Pour ceux qui ne sont pas là, ils seront obligés de suivre l'enregistrement. Dans le formulaire, on teste le formulaire, donc je suis donc parti pour vous montrer quelle est l'extension vraiment qui nous permet d'ajouter ce formulaire et comment on l'ajoute. J'ai parlé de code court. Lorsqu'on va ajouter le formulaire, ça sera un code tout simplement parce que lui, il est fait quelque part, on vient tout simplement l'intégrer. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui font les sites avec WordPress sont ce qu'on appelle des intégrateurs. Ils vont juste construire des éléments avec les choses existantes et venir les intégrer à leur page. Ils ne vont pas développer. Un développeur, lui, va développer tout ce qui est sur cette page. Il va peut-être développer l'ajout de cette carte, il va développer l'ajout de ce formulaire. Or, vous allez tout simplement l'intégrer. Il y a déjà une fonctionnalité qui permet d'ajouter un formulaire. Une extension est déjà là. Vous allez tout simplement installer cette extension et venir l'intégrer à votre site. Même chose pour la carte que vous voyez ici. Vous allez tout simplement donc aller intégrer l'extension qui permet d'ajouter la carte et venir tout simplement l'intégrer. Donc, pour ajouter un formulaire, c'est simple. Si je veux ajouter par exemple ce formulaire, qu'est-ce que je fais? Je pars tout simplement sur l'ajout d'un élément. Je cherche mon élément. Ça peut être un formulaire. Donc, j'écris tout simplement un formulaire. Je vais mettre tout simplement forme. Alors, quand je mets forme, vous voyez que j'ai plusieurs types de formulaires. Il y a booking form. Donc, il nous propose certains formulaires en fait. Il nous propose par exemple un booking form. Quand on dit booking form, ça veut dire que c'est réservation, un formulaire de réservation. Il nous propose déjà un formulaire de réservation. Ça, c'est Elementor. Elementor nous propose déjà un formulaire de réservation. Et il nous propose également WP Form. Elementor nous propose directement WP Form. Pourquoi? Parce que WP Form, ils ont déjà intégré ça à leur widget. Donc, quand tu vas tirer là, donc si je veux mettre le formulaire, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement tirer. Je place où je veux. Donc, je vous montrer tout simplement. Donc, là, je place mon formulaire. Vous voyez que quand je place mon formulaire, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de choisir le formulaire que je veux placer. Pourquoi il me demande de choisir? Parce que avant de mettre un formulaire, en fait, il faut aller le créer. Et pour créer un formulaire avec WP Form, c'est simple. Je vous montre WP Form parce que c'est plus simple par rapport à l'autre qui est par défaut. Vous pouvez rechercher les tutoriels dessus, mais par rapport à l'autre par défaut, WP Form est plus simple. L'avantage également avec Elementor et WP Form, c'est que, regardez par exemple, quand je clique sur liste ici, là, je ne vois pas mon formulaire, je ne vois pas, on me demande de choisir un formulaire. Donc, ici, là, je n'ai que le formulaire, c'est que vous voyez, formulaire de contact. Or, si je veux créer un nouveau formulaire pour l'ajouter, qu'est-ce que je fais? Regardez, quand j'ai cliqué sur l'élément Form-ci, en bas, il me propose de sélectionner le formulaire. Il me propose également de créer directement un formulaire à partir d'ici. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est que je m'en vais tout simplement dans mon tableau de bord. Je cherche l'extension que j'ai installée. L'extension WP Form qui permet de créer le formulaire, c'est quoi? C'était WP Form. Je vais tout simplement cliquer sur lui. Quand je clique sur lui, qu'est-ce que je fais? Je peux donc cliquer sur ajouter un nouveau formulaire. Ça, c'est la méthode si vous voulez structurer. Donc, si vous voulez passer par l'ensemble, par le site général, avant d'aller maintenant dans Elementor, de sélectionner. Donc, si je clique tout simplement sur ajouter un formulaire, ça va ajouter un formulaire. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, lorsqu'on travaille sur Internet, en fait, c'est le formulaire qui est l'élément principal. Parce que quoi? On parle de formulaire parce qu'on va vouloir recueillir les informations de l'utilisateur. Si vous créez un site internet et qu'il n'y a pas de formulaire, c'est zéro. Parce que lorsqu'on crée un site internet, il faudrait que les utilisateurs puissent venir, peut-être entrer les informations pour prendre un contact, faire une prise de contact. Si on fait de la prestation de service, par exemple, il faut que les utilisateurs viennent entrer les données et nous envoient ces données-là. Donc, les formulaires, c'est l'élément le plus élémentaire, l'élément principal utilisé en fait dans les sites internet. Et pour ce, vous devez donc ici avoir chacun des formulaires dans vos sites internet. Ça peut être un formulaire de contact comme le cas ici. On veut qu'un utilisateur en fait puisse nous laisser quelque chose. Même qu'il s'agit des commentaires, c'est toujours un formulaire. Même lorsqu'on veut par exemple ici, je dis comment, quand vous êtes sur un site par exemple, vous voulez faire des posts sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez là, la zone de test que vous voyez en fait,
que vous saisissez vos informations, en fait. C'est ce qu'on appelle également des formulaires. Donc, quel que soit le site web que vous utilisez, quelle que soit l'application que vous utilisez, c'est toujours les formulaires qu'on manipule, en fait. Les formulaires nous permettent de recueillir les informations des utilisateurs et de pouvoir les traiter. Dans le cas, par exemple, d'un site vitrine, c'est quoi? On veut recueillir les informations de l'utilisateur pour le recontacter. Peut-être il vient parce qu'il veut un service pour nous, il veut peut-être un site web, il veut peut-être bénéficier de nos services. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui présenter un formulaire où il va entrer ses données. Une fois qu'il aura entré ces données-là et qu'il a cliqué sur envoyer, un mail sera envoyé vers nous pour nous informer que l'utilisateur a rempli le formulaire. Et maintenant, on va utiliser les données qu'il a remplies là donc pour pouvoir le contacter et gérer ce qu'on a à gérer avec lui. Donc, revenons au formulaire. Nous sommes dans ce WP Form. On veut ajouter un formulaire. L'avantage de WP Form, c'est quoi? C'est un peu comme un template en fait. C'est un peu comme un thème. Avec WP Form, en fait, lui également, il a déjà des formulaires par défaut. C'est l'avantage de WordPress. Donc, ce n'est pas à vous de construire vous-même votre formulaire. Mais, si vous avez des compétences, vous pouvez également le construire. Bon, quand il dit compétences, c'est pas compliqué. Hein. Construire un formulaire, c'est simple. Il y a plusieurs manières. Soit vous générez votre formulaire avec l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle va vous poser des questions sur ce que vous voulez comme formulaire. Et à la fin, il va vous générer votre formulaire. Également, vous pouvez partir d'un formulaire vide. Formulaire vide veut dire que c'est vous-même qui créez le formulaire. Donc, c'est vous-même qui dites que j'aurais besoin d'un champ pour recueillir le nom. J'aurais besoin d'un champ pour recueillir le mot de passe. J'aurais besoin d'un champ pour recueillir, par exemple, la description. Maintenant, vous pouvez partir directement sur un modèle qui existe. Vous voyez que c'est l'avantage avec WordPress. On ne va pas tout créer nous-mêmes. Bien vrai que la création ici n'implique pas qu'on écrit du code, mais ça implique qu'on va juste tirer, glisser les éléments. Dans la première méthode, je peux prendre la première méthode. C'est simple. Juste pour vous montrer un peu, mais je ne veux pas vous conseiller de prendre la première méthode. Pour être rapide, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va directement chercher le modèle qu'on veut et on l'utilise. Donc là, par exemple, je vais créer un formulaire. Pour créer un formulaire, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ce WP Form. Vous voyez que c'est un peu comme Elementor. C'est toujours comme un peu comme Elementor. À gauche, là, nous avons les configurations. Ici, là, encore, nous avons quoi? Nous avons les différents champs qui existent. Donc, lorsqu'on parle de formulaire, en fait, il y a ce qu'on appelle des champs. Donc, chaque information qu'on recueille chez l'utilisateur est ce qu'on appelle un champ. Ça peut être le nom qu'on recueille. Le nom, c'est un champ. Ça peut être une description de son projet. C'est un texte de type paragraphe. Ça peut être une liste déroulante. Ça veut dire qu'on va lui permettre de sélectionner plusieurs éléments. Ça peut être une liste de choix. On va lui permettre de faire un choix, par exemple. Donc, moi, par exemple, si je veux construire mon formulaire, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, vous allez tout simplement cliquer sur l'élément que vous voulez et vous tirez à droite. Donc, ça, c'est votre zone de formulaire. Vous pouvez modifier. Dans les réglages, vous pouvez définir son nom. Le nom qu'on va définir, c'est en fait, c'est le nom là qu'on va vouloir sélectionner le formulaire ici en fait. Qu'est-ce que je fais? Je donne d'abord le nom à mon formulaire. Je peux dire par exemple que prise de contact. Donc, mon formulaire s'appelle prise de contact. Je peux également donner la description. La description va faciliter ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc c'est important. Je peux également mettre des étiquettes si j'ai des étiquettes. Bon là, c'est pas très important. Donc la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va configurer le formulaire lorsqu'on veut créer un formulaire. La première chose, c'est qu'on vient sur la configuration. La configuration va donner quoi? Le nom du formulaire, la description du formulaire, également le test du bouton d'envoi. Vous vous rappelez très bien, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'on a un formulaire, en fait, on a un bouton d'envoi. Si nous revenons par exemple ici, vous voyez que lorsqu'on a ce formulaire ici, qu'est-ce qu'on avait écrit? On avait écrit cela, submit. Submit pour dire quoi? Envoyer. C'est le test qu'on va écrire ici, là, en fait, comme submit que vous voyez ici, là, qu'on va venir mettre tout simplement ici, là, dans le test du bouton. Là, par exemple, moi, je vais mettre tout simplement envoyer. Je dis par exemple envoyer. Maintenant, bon, le plus souvent, on conseille cela de donner les noms qui parlent, hein, parce que quand vous dites envoyer, là, ça ne veut rien dire. Si ça dépend d'où vous êtes. Donc, si par exemple, on est sur l'endroit des devis, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on va par exemple dire par exemple que bon, recevoir mon devis maintenant. Voilà la chose qu'on dit le plus souvent, recevoir mon devis maintenant. Je suppose que c'est le formulaire pour la prise de contact pour décrire son projet que sont en train de créer. Il peut dire donc recevoir mon devis maintenant, il peut dire envoyer, il peut dire commencer maintenant et tout. Et maintenant, donc ça c'est les trucs principaux qu'il peut vous montrer. Les autres, vous pouvez découvrir vous-même. Il y a par exemple le test du bouton d'envoi en cours. Donc, quand on va cliquer sur envoyer, ça va donc mettre envoi en cours, comme si c'était en train d'être envoyé. Il y a également les paramètres avancés. Bon, pour ceux qui font dans les styles, qui veulent gérer d'autres choses, mais ça ne nous intéresse pas.
Une autre chose encore, vous pouvez gérer ce qu'on appelle la protection anti-spam et sécurité. Bon, ça là, on va le voir dans l'un des cours. Je peux déjà vous parler un peu de ça. La protection ou alors la sécurité dans les sites WordPress. Il y a tout un cours qu'on va faire dessus. Je crois que c'est dans les 8e ou 7e jours. Donc, lorsqu'on parle de protection, c'est quoi? Si vous créez un formulaire sur votre site internet, comme ça par exemple, vous l'envoyez tout simplement. Si vous ne protégez pas ce formulaire, sachez que vous allez recevoir les centaines de messages par mois des personnes lambda, juste les robots en ligne. Parce qu'il y a des robots en ligne là qui viennent chaque fois envoyer les messages. Dès qu'ils vont trouver un formulaire dans votre site internet, ils vont directement le connecter à leur système, vous faire des emails automatiques. Pour empêcher cela, il y a ce qu'on appelle la sécurité. Donc là, au niveau de la sécurité, on va voir ça en fait. On va protéger notre formulaire contre ce qu'on appelle en fait la protection anti-spam. Donc on ne veut pas voir les spams parce que forcément un formulaire envoie un mail. Les gens là, en fait, ils vont venir prendre donc, votre formulaire pour donc vous envoyer automatiquement les emails. Donc on va empêcher cela avec ce qu'on appelle des extensions qui permettent de le faire. Il y a par exemple Google Captcha qui permet de faire cela. Donc ne vous inquiétez pas, on va le voir plus tard. C'est juste pour vous éveiller un peu. Parce que le plus utilisé, il y a Google Captcha qui est le plus utilisé. Il y a également Cloudflare qui est également utilisé pour protéger nos formulaires. C'est pas compliqué, on clique juste dessus et on configure avec un compte Gmail et c'est tout. Donc lorsque vous créez votre formulaire également ici, qu'est-ce qu'on a? On a le thème. Donc vous pouvez donc activer le thème, un thème qui est de votre choix. Vous pouvez également gérer ce qu'on appelle les notifications. Parce que quoi? Lorsque nous sommes dans les notifications, on peut gérer comment est-ce que le destinataire va voir le message. C'est-à-dire quoi? Vous, si c'est à vous que le message est destiné, comment est-ce que vous allez pouvoir le voir? Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez modifier ici. Là. Également, le nom de l'expéditeur. C'est important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on envoie un email, il faudrait que quand l'email arrive sur la boîte de réception, on voit qui a envoyé l'email. Le plus souvent, ici, vous voyez voir, ce sera par exemple le nom du site. Donc, vous pouvez par exemple, cela dit email de contact de nom de mon site. Sur mon site, par exemple, c'est FWPMart. Je vais dire par exemple email de contact. Je vais dire par exemple contact FWPMart. Ça veut dire quoi? Quand le mail va venir sur mon téléphone ou alors sur mon ordinateur, le nom de l'expéditeur sera contact FWPMart. Ça me permet directement d'identifier qui m'envoie l'email. Également, on peut changer ce qu'on appelle cela le nom de l'expéditeur. Vous savez bien que lorsqu'on envoie un message, il y a l'expéditeur, il y a le récepteur. L'expéditeur, c'est celui qui envoie le message. Lorsqu'on envoie un email, en fait, c'est quelqu'un qui envoie l'email. Nous, par défaut, c'est notre site qui a été d'envoyer. Donc, forcément, on va toujours laisser l'administrateur. Dépendant de vous, vous pouvez donc mettre également un email professionnel que vous avez créé. On peut également définir si on peut répondre à l'email. Bon, on peut répondre à un email quand, par exemple, c'est un email que vous envoyez aux utilisateurs. Vous pouvez donc mettre l'email qu'on peut répondre. Parce que si vous ne mettez pas notre email, ça va prendre l'email de l'administrateur par défaut. Ça peut être un email qui n'envoie pas, alors qu'il ne reçoit pas d'email. Si vous remarquez très bien, dans certains sites, lorsque vous envoyez quelque chose, on vous dit no reply. Ça veut dire que vous ne pouvez pas répondre à ce mail. Même si vous répondez, personne ne va lire votre message un jour. Et puis souvent, ce sont les emails qu'on appelle les emails génériques en fait. Donc après la notification dans les formulaires, on a ce qu'on appelle la confirmation. Donc, quel est le message qui va s'afficher quand l'utilisateur aura cliqué sur envoyer? Donc, on peut donc formuler ce message qui va s'afficher quand l'utilisateur aura envoyé le message. Donc, moi, par exemple, je vais dire qu'il veut tout simplement un message. Ou alors, vous pouvez donc tout simplement rediriger quelque part. Si c'est un achat qu'on est en train de faire, vous pouvez rediriger quelque part. Si vous voulez envoyer vers une autre page, vous allez spécifier uniquement l'URL de la page en question. Alors, si c'est un message, moi, je veux tout simplement un message pour ne pas sortir de la page. Merci d'avoir contacté. Nous allons venir vers vous rapidement. Là, c'est simple pour moi. Donc, voilà les premières choses qu'on fait. Le reste, donc, il y a ce qu'on appelle le marketing. Ça va dépendre de l'offre que vous avez. Il y a également pour ceux-là qui gèrent si un formulaire de paiement, parce qu'on peut également créer des formulaires de paiement. Lorsque vous faites un paiement, en fait, c'est toujours un formulaire. Vous remplissez peut-être le montant, et vous soumettez. On soumet toujours un formulaire. Donc, si vous faites dans la vente également, vous pouvez donc utiliser le formulaire de paiement. Mais bon, nous, le plus souvent, on ne va pas utiliser ça. Hein. C'est quand vous faites, par exemple, dans les gens qui font dans les coachings et qui veulent vraiment, à partir d'une page, récupérer un paiement. Mais le plus souvent, on va configurer des boutiques pour recevoir facilement les payants. Parce qu'ici, là, si vous êtes par exemple au Cameroun, les différentes versions, si en fait, ne sont pas. Les différents services de paiement ne sont pas disponibles au Cameroun, comme PayPal ou alors Stripe. Pour les envoyer, il faut faire un contournement. C'est pas l'objectif du cours. Donc, une fois qu'on a réglé tous nos champs, tout notre formulaire, on va revenir également sur les champs.
Donc, les champs, ce sont les zones de texte de notre, les zones qu'on peut remplir dans notre formulaire. Vous voyez que voilà, il y a mon bouton d'envoi qui a été mis, recevoir mon devis maintenant. Vous pouvez également changer la couleur en fonction de votre design. Vous vous rappelez très bien du design que j'avais dit. En fonction du design, au niveau des réglages, au niveau du thème, vous pouvez également choisir cela. Et également, même déjà quand on sera par exemple ici là sur WP Form, on va voir comment on peut donc modifier au niveau de paramètres avancés notre design. Donc revenons ici là, on crée notre formulaire, on sommes au niveau des champs. Première chose, qu'est-ce qu'on fait? J'ai d'abord ajouté un premier champ. Je dis par exemple, bon, je vais recommencer pour que vous puissiez voir. Donc, il dit quoi? Lorsqu'on va ajouter un champ, quel est le type de champ qu'on va ajouter? Par exemple, le premier champ, c'est que je veux pouvoir recevoir, il veut recueillir en fait le nom du client. Qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement, je tire, je fais un cliquer glisser, je mets là. Vous voyez que par défaut, ça va mis non. Donc, non, ici, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de nommer mon champ. Une fois qu'il y a bien non, qu'est-ce que je fais? Je clique sur titre. Donc là, par exemple, il va mettre ici là un texte. Donc, c'est pour entrer un texte. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle, c'est un peu comme ce qu'on appelle en fait les labels. Donc, chaque fois, on va nommer notre formulaire. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai l'impression que la connexion est en train de déranger. Est-ce que vous m'écoutez? Ok. Voilà, le chargement retard. Apparemment, il y a un problème de connexion. Donc, normalement, lorsque je tiens un champ et que je mets, il va directement mettre ça sous forme de champ. Et quand j'enregistre, en fait, il va forcément prendre. Il y a un problème sur la page. Je vais un peu réactualiser. Donc, on attend. Donc, c'est juste mon formulaire. Premièrement, il va ajouter quoi? Un champ, par exemple, de type texte pour recueillir, par exemple, le nom. Je peux tirer, par exemple, celui-ci, je mets. Je dis, par exemple, ici, là, le libellé, c'est quoi? Je dis, par exemple, votre nom. Donc, ça, c'est la création d'un formulaire. Je dis votre nom. Après le nom, qu'est-ce que je vais dire? C'est tout. Il peut donner une description si je veux, mais il n'y a pas trop besoin de ça. Donc, ça veut dire que l'utilisateur, quand il va se connecter, il va voir. Lorsqu'il va entrer dans la page de contact, il va dire, on va dire votre nom, il va entrer son nom. Donc, je vais modifier ça ici. Mon enregistrement tout à l'heure n'a pas pris. Donc, je vais dire prise contact ou alors obtenez votre devis. Ça, c'est le titre de mon formulaire. Donc, je reviens sur champ. Donc, il y a votre nom. Si quelqu'un veut un devis, il va donner forcément son nom. Je reviens sur les champs. Par exemple, on a besoin d'email. Parce que si il veut un devis, hein, qu'on va l'envoyer plus tard le devis par email, par exemple. Vous tirez tout simplement ça. Vous mettez là. On a besoin de son email. Ensuite, on a besoin, par exemple, de son numéro de téléphone. Parce qu'avec le téléphone, c'est beaucoup plus facile de connecter quelqu'un. Vous voyez que eux, ici, là, ils vendent la version téléphone. Mais nous, étant donné qu'on ne peut pas acheter, on va utiliser tout simplement. Non, pas une liste déroulante. On va ajouter un texte. On va dire, par exemple, ici, là, téléphone. Vous voyez qu'à chaque fois, je tire tout simplement. Et je modifie, je clique dessus. Je viens ici à gauche, modifier. Par exemple, téléphone. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore avoir? On va vouloir peut-être qu'il nous donne en fait, qu'il nous décrive son projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un champ de type texte en paragraphe. Alors, on va venir mettre là ici. On tire, on place où on veut tout simplement. Donc, on va renommer ça. On va dire par exemple, décrivez votre besoin. Alors, moi j'ai terminé mon formulaire. Je dis par exemple, c'est là envoyer. Maintenant. Alors, une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur enregistrer. On a enregistré, qu'est-ce qu'on peut faire donc? On peut cliquer sur visualiser pour voir un peu l'aperçu. Voilà, on voit un peu comment mon formulaire se présente. Alors, voici mon formulaire que je viens de créer, le nom, le mail, le téléphone, la description et il a donc envoyé maintenant. Vous voyez que par défaut, il a pris
le thème de mon site, parce que mon site est en thème bleu. Il a directement pris le thème par défaut. Donc, une fois que c'est fait maintenant, tout à l'heure, je vous parlais de quoi? Je vous ai parlé tout à l'heure de code court. Donc, quand on crée un formulaire, en fait, automatiquement, il crée ce qu'on appelle un code court. Et ce code court-là, c'est lui qu'on copie pour venir dans l'embarquer. C'est la première méthode que je vous ai montré. J'ai dit que la première méthode, lorsqu'on va ajouter un formulaire, on va copier le code court du formulaire. Dans le code du formulaire, et venir d'ici là qu'on veut ajouter, on va sur code, on va dire par exemple code, on va ajouter un code, on va cliquer sur code court. Lorsqu'on clique sur code court, on va entrer le code court ici là. Et comment faire donc pour avoir le code court du formulaire que nous venons de créer? On revient tout simplement au niveau de notre formulaire, tout en haut ici, vous allez voir donc contenu embarqué. On clique tout simplement dessus. On dit intégrer dans une nouvelle page. Donc sélectionne la page. On va par exemple dire quelle page on veut l'ajouter. On va ajouter dans quelle page? La page, c'était la page contact. On clique dessus. On clique dessus. Allons-y. Donc quand vous faites ça maintenant, ça va aller intégrer, ça va intégrer cela dans votre page de contact. Alors si vous regardez, ça va plutôt créer notre page. Bon, on va faire une autre méthode. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on va insérer en fait notre formulaire dans notre page, ça insère plutôt ce qu'on appelle un code court. J'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas là. J'ai dit que lorsqu'on crée une page, en fait, les personnes qui créent les sites internet WordPress, on les appelle souvent des intégrateurs. Pourquoi on les appelle les intégrateurs? Parce que eux, ils viennent ici, en fait, les personnes, elles viennent ici tout simplement ici là, mettre du contenu, donc intégrer du contenu. Elles ne vont pas développer les fonctionnalités. Par exemple, un formulaire, c'est toute une fonctionnalité qu'il faut créer. Il faut écrire le code qui va d'abord récupérer les informations et aller maintenant côté serveur avec peut-être PHP, écrire un code qui va entrer dans chaque champ, récupérer les informations maintenant afin de les traiter. Le traitement peut être quoi? L'ajout en base de données, premièrement, et plus tard, l'envoi, par exemple, d'un email. C'est ce que j'ai expliqué. Et donc, vous, en tant qu'intégrateur, qu'est-ce que vous faites? Vous intégrez tout simplement à travers les cliquets glissés. Vous avez construit votre formulaire, vous copiez le code. Et lorsque vous allez ajouter votre formulaire à une page, par exemple, comme celle-ci, ce sera le code court qui va s'afficher plus tôt. Donc, pour le faire, je vais d'abord actualiser cette page ici là pour vous montrer comment ça s'affiche en fait. Donc, j'étais là. Mon formulaire, je l'ai fermé. Oh là là. Bon, c'est pas grave, on va revenir dessus. Donc là, par exemple, je sais que mon formulaire a été créé, que j'ai enregistré. Je suis sur ma page de contact. Donc, je localise tout simplement où je vais ajouter mon formulaire. J'ai dit que par exemple, que je vais supprimer d'abord ceci. Je supprime également ça. Je montre la méthode la plus facile. Donc, je vais ajouter mon formulaire. Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement dans l'ajout d'un widget. Je tape par exemple forme. Donc, il faut toujours mettre forme. Je cherche le forme que je vais ajouter. Je vais ajouter quoi? Un WP forme. Je clique dessus. Et quand je clique dessus, ça va aller placer où je veux. Mais le plus souvent, on ne clique pas. Il vous a dit qu'on fait le cliquer glisser pour le placer où nous voulons. Donc, si par exemple, je vais l'ajouter tout en bas ici, étant donné que c'est un conteneur, je peux le tirer. Ici, tout simplement, je place où je veux. Je vais placer là, ici. Alors, une fois que j'ai placé cela, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut sélectionner le formulaire en question. Et quand je vais cliquer pour sélectionner, ce soit ici, là, ou bien ici. Vous vous rappelez très bien, j'ai créé le formulaire. Je l'ai appelé quoi? Je l'ai appelé obtenir votre devis. Vous voyez qu'il s'affiche maintenant dans la liste de mes formulaires ici. Et c'est un formulaire WP Form que j'insère, qui est une extension, une fonctionnalité qu'on ajoute nous-mêmes. Et je vais vous expliquer qu'ici, là, il apparaît directement. Pourquoi? Parce que si vous avez bien suivi l'installation de notre template l'autre jour, on avait coché un ensemble de fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités en question, il y avait donc WP Forms. Donc, je sélectionne tout simplement mon formulaire. Vous voyez, une fois que je l'ai sélectionné, donc, qu'est-ce qui se passe? Il est venu tout simplement l'ajouter à l'endroit en question. Donc, vous voyez que c'est assez facile et c'est pas compliqué. Et libre à vous maintenant de le personnaliser comme vous voulez. Au niveau des paramètres également, vous pouvez gérer la marge si vous voulez créer une marge. Avec en haut ou en bas, vous allez tout simplement ici là augmenter. Oups. On va toujours désactiver ici là pour que ça ne soit pas ensemble. Si vous voyez une image en haut par exemple, ça c'est très collé là. Il faut tout simplement
J'augmente la marge ici, là, tout simplement. Oui, ça crée une bonne marge. Si je veux par exemple une marge en bas, avec le contenu d'ici, qu'est-ce que je fais? Je descends, je cherche justement en bas. J'augmente. Je mets tout simplement la valeur que je veux aussi, à mesurer les valeurs. Il y a également ce qu'on appelle les marges internes. Bon, ici, on n'a pas trop besoin de marge interne. Oui, si on veut créer par exemple l'espace ici, soit on utilise une marge interne, soit on utilise une marge externe. Il y a ce qu'on appelle les marges internes et les marges externes. Marge interne, c'est par rapport au contenu. Et marge externe, c'est par rapport aux autres contenus qui sont à côté de nous. Donc là, par exemple, je vais créer une marge externe, d'être à gauche, à gauche et à droite. Je vais augmenter ici, là. On va voir ce qui se passe. La marge est à l'intérieur. Et maintenant, ici, là, bon, je n'ai pas trop besoin d'ici parce qu'il y a l'espace. Donc, vous voyez que voilà mon formulaire que j'ai créé, je l'ai intégré. Je peux également gérer la largeur. Je peux dire, par exemple, pleine largeur, mais ça sera pleine largeur en fonction de l'espace disponible. Je peux dire, par exemple, en ligne, en fonction du type de formulaire que j'ai créé. Lorsqu'on dit en ligne, ça veut dire que c'est un formulaire qui va se placer sur une ligne. Et ça va dépendre du type de contenu que nous avons pris, en fait. Donc là, on veut dire par défaut. Là, il y a également l'alignement qu'on peut gérer. On peut également centrer notre formulaire. On peut le justifier. C'est-à-dire qu'on étirer comme par défaut. On peut le mettre à gauche. Par défaut, on va toujours le laisser étirer pour prendre une largeur assez conséquente. Donc, également, il y a l'alignement qu'on peut gérer. Il y a l'ordre qu'on peut gérer. S'il y a l'ordre. Également, on peut également rétrécir si on veut. Mais ici, là, ça ne va pas trop s'appliquer. On peut changer le positionnement si on veut. Bon, ça, c'est les choses un peu beaucoup plus techniques. Mais ça, c'est des choses qu'il faut tester par vous-même. C'est l'autre jour, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il y a tellement de choses qu'on peut gérer dans un formulaire que c'est à vous, à chaque fois, en fait, pas seulement sur le formulaire, les choses qu'on peut gérer, en fait, avec Elementor. Donc, dans les paramètres, il y a tellement de choses. C'est un peu comme un logiciel, on ne va pas aller voir tout en profondeur. Lorsque vous allez travailler, en fait, vous allez découvrir certaines choses. Là, par exemple, je peux changer les mouvements, je peux transformer, je peux modifier même l'arrière-plan si je veux de mon formulaire. Donc, tout ça, ça dépend de moi. Je peux mettre une image, je peux mettre tout simplement une couleur. Donc, ça va, tout va dépendre de vous. Donc, quand il met une couleur, ça devient moche de ce côté-ci. Ça veut dire qu'il va falloir que j'ajoute une marge interne ici. Pour ajouter une marge, vous allez la montrer, c'est la mise en page. Ça veut dire qu'à gauche, il va falloir que j'ajoute une marge interne. À droite, autant pour moi. Je viens à droite là, que ce soit un peu beaucoup plus joli. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Donc, c'est ça le design. Quand vous travaillez, il faut regarder ce que vous voyez. Regardez maintenant, le texte n'est pas bon. Donc, ma couleur que j'ai mise là n'est pas une bonne couleur. Donc, du coup, il faut tenir compte également de la couleur du texte avant de vouloir le modifier. Donc, voilà les éléments qu'on peut voir à ce qui concerne donc ici le formulaire. Donc, voilà comment on ajoute un formulaire. Vous avez vu comment on l'ajoute. Je peux l'ajouter où je veux. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir donc modifier uniquement le formulaire ici. Vous voyez que j'ai ajouté, c'était vous montrer comment on ajoute avant de revenir donc sur l'autre formulaire qui était déjà là. Je vous montre comment on ajoute parce que vous allez peut-être vouloir ajouter un formulaire plus tard dans votre site. Or, avec un thème qu'on a déjà pris, le formulaire est déjà là. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment est-ce qu'on ajoute un formulaire. Et à chaque fois que vous avez un formulaire ici, là, à tout moment, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous allez tout simplement dans les formulaires en question. C'était l'extension WP Form. Vous localisez le formulaire. Là, par exemple, c'est le formulaire contact form. Vous pouvez cliquer donc tout simplement sur modifier pour le modifier. Ça va directement lancer le constructeur WP Form pour le modifier. On peut modifier là le nom. Comme c'était en anglais, on peut dire là le nom. On peut également modifier ce qui est ici à l'intérieur en fait. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le placeholder. Vous pouvez modifier ça également dans les paramètres ici. On a mis your name. Vous pouvez mettre également ce que vous voulez. Je dis par exemple votre nom. C'est ce qu'on appelle un placeholder pour guider en fait l'utilisateur lorsqu'il est en train de visiter votre site. Là, par exemple, on a l'email. Vous pouvez donc mettre là, c'est bon. Au niveau du placeholder, vous pouvez changer ce qui s'affiche là comme il y a un email. Tout simplement ici là, votre email. Au niveau des messages, par exemple, vous pouvez dire par exemple, décrivez vos besoins. Également ici là, on vient sur avancer. On dit votre message. Donc c'est juste pour guider. Lorsqu'on parle ici là de
test indicatif. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est un test surtout pour indiquer ce que l'utilisateur va mettre. Donc, il peut également changer le titre. Là, il peut dire envoyer maintenant. Il dit par exemple soumettre. Je suis enregistré tout simplement. Donc là, vous voyez que j'ai bien modifié mon formulaire. Si je viens là, en fait, il sera modifié. Qu'est-ce que je fais? Si j'actualise, par exemple, vous allez voir que le contenu sera modifié. Si je reviens là, vous voyez que mon contenu a été modifié. Donc ça, c'est l'objectif du coup, c'était de voir comment modifier le template que nous avons installé pour pouvoir avancer. Donc là, avant de formuler, je vous ai montré comment on crée un formulaire avec l'extension WP Form et comment on l'ajoute. Et maintenant, comment vous pouvez le personnaliser comme tout autre élément que nous avons fait. Je vous expliquer au début comment également on a fait pour construire cette section-ci. En révisant le cours, vous allez voir comment on peut construire cette section-ci. Exactement comme la section de la dernière fois. Donc voilà notre premier formulaire qu'on a donc intégré dans Elementor. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Question? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Vous voyez que c'est compris jusqu'à présent. Oui. Il y a quelqu'un qui voulait parler là. Ok. C'est le devoir qu'il veut vous donner, c'est que, bon, c'est un peu un devoir, c'est à vous de le faire. Il faut essayer de parcourir en fait tous les budgets qui existent. Vous tirez, vous déposez, vous tirez, vous déposez, vous regardez à quoi ça sert. Donc, déjà avec le nom, vous allez y comprendre, mais c'est important de connaître chaque type de budget. Il y a les budgets de WordPress, il y a les budgets qui viennent tout simplement avec ici, WooCommerce. Donc, vous dites ce que WooCommerce a fait. Donc, parmi les budgets de WordPress, vous allez voir ici, là, par exemple, il y a la page. Quand vous voulez intégrer une page facilement. Donc, si vous avez créé une page avec WordPress, vous pouvez directement venir dans ici, au niveau des widgets de WordPress, c'est le widget en question. Et également, le calendrier. Si vous voulez mettre un calendrier, vous devez mettre un son. Vous voulez ajouter des images, des galeries. Toujours à partir de WordPress. Donc, vous pouvez donc utiliser les éléments de WordPress pour le faire. Donc, ça, tout ça va dépendre de vous. Donc, sur WordPress également, il y a ce qu'on appelle, il y a l'un des extensions depuis utilisées qu'on appelle cela contact form. Donc, ça permet de gérer les formulaires également. Donc, en fait, c'est beaucoup plus utilisé pour ceux-là qui ne veulent pas je dis comment, qui ne veulent pas utiliser FWP. Donc, contact form, c'est l'une des extensions les plus utilisées quand tu ne veux pas utiliser WP Form. Donc, c'est une extension de Google même. En fait, bon, pas Google, c'est une extension de WordPress que les gens ont créé pour WordPress. Et c'est plus facile également par rapport ici à Contact Form. Et regardez bien, il est plus populaire par rapport à WP Form. Parce que lui ici, il est totalement gratuit. Contrairement ici à WP Form, en fait, Contact Form 7 est gratuit. Donc, le plus souvent, vous allez utiliser beaucoup plus Contact Form 7. C'est pas compliqué. C'est presque le même principe. Et là-bas, c'est beaucoup plus facile également. Donc, pour l'installer, c'est la même chose. Hein. On va l'installer avec vous. Et ça, c'est des extensions que vous devez toujours avoir quand vous êtes en train de travailler, même sans extension, même sans template. C'est l'un des plus utilisés également avec WP Form. L'inconvénient avec WP Form, c'est que certaines choses sont payantes. Or, ici, là, par exemple, tout est gratuit. C'est complètement gratuit. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont installé. Contrairement à, vous avez vu que WP Form, il y avait 6 millions de personnes qui avaient installé. Or, Contact Form 7, qui permet de gérer toujours les formulaires, il y a plus de 10 millions de personnes qui ont utilisé. Donc, ça reste des extensions. Et comme j'ai dit pendant le cours, les extensions permettent de faire quoi? D'ajouter des fonctionnalités. Un formulaire qu'on vient mettre dans le site internet, c'est une fonctionnalité qu'on veut ajouter, la fonctionnalité qui permet de recueillir les informations
l'utilisateur et de les traiter. C'est-à-dire quoi? Envoyer dans la base de données et envoyer par exemple des emails. Donc, l'avantage également de Contact Form, c'est qu'il envoie des emails sans problème, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, pour l'installer, c'est la même chose. On vient tout simplement dans WP Admin. Une fois qu'on est dans WP Admin, qu'est-ce qu'on fait? On vient également sur extension. Extension. Ajouter une extension. Ajouter une extension. On va cliquer là seulement pour rechercher. Je vais copier, je colle tout simplement. Lancer la recherche. Vous voyez qu'il y a Contact Form 7 qui a plus de 10 millions. Donc, vous voyez que son deuxième constructeur, c'est quoi? C'est WP Forms. Donc, vous voyez que le constructeur de formulaire Contact Form 7 est beaucoup plus utilisé par rapport à celui-ci. Et lui, il est 100% gratuit. Ici, on ne paye rien. Contrairement à celui-ci que va vous demander de payer certaines fois. Il y a les éléments qui sont payants chez lui. C'est un peu comme Elementor en fait. La différence avec WP Form et Elementor, c'est que WP Form en fait c'est un constructeur de formulaire. Or Elementor c'est un constructeur de pages. Donc avec Elementor, vous allez construire des pages, des articles. Bon, un article c'est une page de certains types. Donc ça permet de faire seulement les pages avec Elementor. Or pour les formulaires, il faut automatiquement une extension, c'est-à-dire une fonctionnalité spécifique au formulaire. Raison pour laquelle on a donc créé donc WP Forms et Contact Form 7. Bon, Contact Form 7 est plus ancien, donc parce que c'est lui qui a été créé directement après WordPress. Donc quand vous l'installez, vous pouvez donc l'utiliser également pour vos formulaires. Lui, il est beaucoup plus facile également. C'est simple, mais le désavantage, c'est qu'il n'est pas très joli comme WP Form. Donc, si je l'active, par exemple, on va faire une test rapide avant de passer à la suite. Vous voyez que mon installation est installée. Alors, quand vous installez Contact Form 7, voilà comment il se présente. Bien évidemment, vous pouvez également faire des réglages. Il y a des réglages qu'on peut faire. Toujours comme toute autre extension qu'on utilise, il y a des réglages. Donc, par défaut, il vient toujours avec ce qu'on appelle un formulaire de contact 1. Donc, ça à vous de personnaliser comme vous voulez. Donc, une fois que c'est installé, en fait, vous pouvez donc venir au niveau de contact. Vous allez voir, quand vous installez ça, il vient directement mettre là contact. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez donc voir la liste des formulaires qui existent ou alors ajouter un nouveau. Vous allez voir qu'ici, il n'est pas très joli comme l'autre. Il n'est pas très joli comme l'autre. Vous voyez que par défaut, lui va afficher le code. Il va vous afficher le code ici en fait. Oh, avec l'autre, il n'avait pas de code. C'est beaucoup plus pour les gens qui ne connaissent pas trop comment ça fonctionne. Mais avant, il n'y avait pas les WP Form. On utilisait beaucoup plus Contact. Mais vous allez voir, même jusqu'à présent, Contact est très utilisé parce qu'il permet de personnaliser très facilement. Les gens qui vont prendre par exemple les thèmes comme générer de presse vont toujours prendre peut-être Contact parce qu'ils vont facilement en fait changer l'apparence, modifier à leur guise comme ils veulent. L'avantage c'est là que c'est simplifié en fait. Donc quand vous voulez quelque chose, vous sélectionnez tout simplement. Donc si par exemple ici et que je veux comment on construit un formulaire, c'est la première chose. Un formulaire, ce qu'on appelle des champs. Si vous voulez par exemple un champ, un texte, cliquez tout simplement dessus, vous configurez, vous insérez. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez l'email, vous cliquez, vous le configurez, vous insérez. Ça insère automatiquement. Et à la fin, il y a toujours le bouton d'envoi. Vous cliquez seulement sur envoyer. Configurer, on configure toujours. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir une confirmation. On confirme. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne ici. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose, vous cliquez sur ces éléments. On sait que les formulaires, il y a les textes, il y a l'email, ça peut être l'URL, ça peut être le téléphone. Vous voyez qu'ici, le téléphone est gratuit. Vous sélectionnez, vous configurez tout simplement. Le type de champ, c'est quoi? Vous choisissez le type de champ. Le nom que vous allez donner, c'est quoi? Donc, par exemple, c'est téléphone. Donc, c'est presque la même chose que de l'autre côté, mais ici, là, c'est beaucoup plus. Il faut beaucoup faire attention parce que si vous insérez un code, après vous modifiez une lettre, ça peut vous causer problème plus tard. Donc là, c'est très simple, vous pouvez modifier la taille et vous insérez tout simplement. Ça insère. Mais plus tard, si vous enregistrez, vous allez voir que ça va afficher quelque chose. La simple ligne que vous avez vue en fait. La simple ligne que vous avez vue là va nous afficher quelque chose. Ici, je pars par exemple dans les formulaires.
J'ai oublié de donner un nom. Je n'ai pas complètement terminé parce qu'il y a des erreurs. Donc, on va passer un patron notre objectif. Si vous avez des difficultés dessus, si vous utilisez, il faut le plaisir de créer, par exemple, un tutoriel pour vous montrer. Mais mon objectif, c'est de vous montrer ce qui est facile là. Ce qui est montré là, c'est juste les extras. Mon objectif, c'est de vous montrer ce qui est facile. Vous utilisez WP Form, tranquille. Vous avez votre formulaire dans votre template. Vous le modifiez à votre guise. Mais maintenant, si dans votre site internet, il y a un formulaire qui va être ajouté, alors vous partez toujours dans WP Form. Vous allez aller sur Add New Form. Une fois que vous êtes sur Ajouter un nouveau formulaire, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez un modèle. C'est la deuxième méthode que je devais vous montrer tout à l'heure. La première méthode, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé nous-mêmes le formulaire en entrant les champs. Or, la deuxième méthode, on n'a pas besoin de créer nous-mêmes le formulaire. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va juste choisir un modèle. Alors, il y a pas mal j'ai des problèmes de connexion. On va juste choisir un modèle. Une fois qu'on a choisi le modèle, on va tout simplement cliquer sur continuer, continuer, continuer. Ah, j'ai des problèmes de connexion. Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Ok, est-ce que vous m'écoutez? Ça a été coupé là. Ok. J'étais en train de vous expliquer en fait la partie qui vous permet en fait ici d'ajouter un formulaire à partir d'un modèle. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai dit, première méthode que je vous ai montré en fait, c'était pour vous permettre de créer vous-même vos formulaires en tirant et en glissant. Maintenant, la deuxième méthode, c'est quoi? Vous qui ne voulez pas trop travailler, c'est l'habitude de WordPress, on ne veut pas trop entrer dans les détails. Il y a déjà des modèles qui ont été prédéfinis. Ce qu'on fait, c'est quoi? On choisit le modèle qui nous scie le plus et on l'adapte tout simplement. Comme c'est en anglais, si l'autre c'était en français, on va aller tout simplement dans le modifier si on veut. Mais maintenant, plus tard, il y a également des extensions qui permettent de changer la langue. On va le voir dans la suite du cours. Donc, quand il va ajouter un formulaire, comme je disais tantôt, il va cliquer sur ajouter un formulaire. Ils vont me proposer ici en fait des versions de formulaire. Qu'est-ce que je fais? Je peux prévisualiser à chaque fois. Si le formulaire ressemble à ce que je veux, je choisis tout simplement et je le configure. Tu dis? L'écran n'est pas partagé. Ah, j'ai complètement oublié. Sorry. Donc, il parlait en fait de la deuxième méthode d'ajout de formulaire en fait. Donc, quand vous voulez ajouter un formulaire, c'est la même procédure. Vous cliquez sur ajouter le formulaire et maintenant, au niveau du formulaire, vous devez choisir tout simplement en fait le type de formulaire que vous voulez. Donc, moi, par exemple, si je veux faire un formulaire, par exemple, pour une invitation, je vais juste chercher le type de formulaire qui est adapté. Donc, vous venez tout simplement choisir. Vous voyez que si je veux construire ça moi-même, ça va me prendre du temps. Or, vous, l'objectif de WordPress, ce n'est pas de trop durer, de faire que les constructions nous-mêmes. C'est quand vous voulez déjà personnaliser au détail près que vous allez donc aller vous-même créer comme j'ai fait tout à l'heure. Mais moi, si je veux un truc rapide, je viens juste chercher le modèle qui me plaît. Je clique sur le modèle, j'utilise le modèle, ça va faire son chargement, ça va installer tout et basta. Que en quelques secondes, ça m'a créé mon formulaire. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Je modifie tout simplement les titres et tout. Donc, voilà les formulaires un peu présentés en grosso modo. Quand vous allez suivre le cours, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans le groupe, on va répondre rapidement. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Donc, si j'ai dit à quelqu'un, par exemple, insère un formulaire dans ton site pour recueillir les informations ou alors pour permettre à l'utilisateur d'entrer ses données, chacun doit être capable de le faire. Je vous ai montré comment on l'ajoute. On l'essaie toujours dans notre design. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ok. Dès qu'il n'y a pas de questions, on va donc passer à la suite. Donc, nous sommes toujours dans l'optimisation de notre site et d'ajout des Juste, sections monsieur, dynamiques. nous allons Oui. aussi voir le... Ouais. Alors, Je vous écoute. s'il vous plaît, nous allons aussi voir les formes avec SMTP là.
Bon, au besoin, si au besoin, on pourra le voir au besoin. Je vais vous montrer. Ça, c'est dans le TP général, parce que là, je veux qu'on avance rapidement pour terminer avec le cours. Il y a un TP général. Quand vous voyez, chaque fois, je dis TP. Un TP où on va commencer à créer le site de A à Z, quoi. Ça se comprend. On va créer un site ensemble de A à Z. Et je vais vous montrer tout le processus. Donc, c'est ce que ça te fait là, c'est un cours général. Maintenant, tous les TP que vous voyez, à chaque fois, c'est un cours, il y a TP. On va prendre un site, un peu comme ce qu'ils sont en train de vous montrer là, en fait. Je vais vous montrer directement, c'est un exemple. Après, maintenant, on va se décider, bon, on veut créer un site web, par exemple, de vente en ligne. Ce sera notre, notre site TP général. Le dernier jour. Bon, après avoir fini tout le cours, on va commencer de A à Z, comment on installe. Donc, je vais refaire tout ce que j'ai fait avec vous pendant le cours. Ça va nous prendre peut-être 3 heures maximum. On va prendre ça de A à Z. Maintenant, on va gérer tout ce qu'on a à gérer. Donc, c'est de vous montrer comment gérer un site web de A à Z. Vous avez vu le programme. Je vous ai montré. Dans le programme, il y a ici, au niveau de la. Il y a un titre qui est comment gérer le projet d'un client. On va prendre un site web de A à Z et le construire euh, totalement, en fait. Ce sera l'objectif. Donc, forcément, là-bas, on va voir la partie email. Je vais vous montrer comment sur le serveur, on peut également gérer les mails. Ben, je pense que tous les serveurs, ce sera la même chose. Donc, comment on va gérer l'envoi d'email, on va vérifier, on va voir les emails, on va vérifier. Donc là, maintenant, je vous montre juste comment on ajoute le formulaire. Maintenant, plus tard, on va voir comment on va le gérer. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Est-ce que c'est clair? Ok. Quel instant? Monsieur Loïc, vous n'avez pas de questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va donc continuer. Alors, aujourd'hui, l'un des derniers éléments que je voulais parler encore, c'était au niveau nous sommes toujours au niveau de l'ajout des contenus dynamiques. Donc, le deuxième contenu dynamique qu'on ajoute souvent dans les sites web, c'est quoi? C'est le témoignage. Donc, lorsque vous faites un site web de prestation de service ou un site web de vente en ligne, il faut toujours qu'il y ait une option. Il faut toujours avoir des. Je dis comment? Il faut toujours avoir des sections en fait de. Bon, prof, au niveau au niveau des formulaires, il n'y a pas besoin de la carte. Revenez un peu sur ça, s'il vous plaît, prof. La question c'était Sur quoi? la partie widget de contact là. Le formulaire, la question, pose ta question. Sur le... Oui, c'est ça que je dis que moi, par exemple, j'aimerais peut-être retirer tout ça, là, c'est-à-dire retirer la carte et ils ont mis un truc là au fond là. Est-ce que vous étiez avec Je moi? sais pas si la On est en train de parler de formulaire. localisation. Vous n'étiez pas avec moi. Oui, Suivez d'abord. On parlait de oui, c'est ça. formulaire. La carte n'a rien à y voir. On ne s'intéresse pas. J'ai bien précédé le cours, vous allez réviser le cours. J'ai dit, on ajoute le formulaire où on veut. Là, on était dans une page. J'ai présenté le formulaire dans une page. J'ai dit que je veux ajouter le formulaire, par exemple, là-bas. C'est une page, c'est le modèle qu'on avait, en fait. Maintenant, le modèle, quand vous avez choisi un modèle, en fait, libre à vous de modifier comme vous voulez. Le formulaire n'a rien à y voir avec une carte, en fait. Vous placez votre contenu comme vous voulez. C'est le modèle qu'on avait et qui affiche, en fait, la carte. Mais nous, on n'a pas besoin de carte. Si vous n'avez pas besoin de carte, vous supprimez tout simplement. Est-ce que c'est compris? J'ai expliqué au départ que ça nous sommes dans un conteneur. Donc, la personne qui a fait le design avait du jeu nécessaire de mettre ça. Et c'est le plus souvent, c'est ce qu'on fait dans les sites internet. À côté des formulaires de contact, quand on dit formulaire de contact, ça veut dire que c'est le formulaire qui nous permet de contacter l'entreprise, par exemple. Et forcément, à côté, s'il y a un plan de localisation, ça c'est le plan de localisation, on va mettre le plan de localisation à côté. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous supprimez tout simplement, c'est tout. Vous cliquez dessus et vous le supprimez. Là, vous faites un clic droit, ou bien soit vous supprimez directement, vous effacez le bloc directement. Ça dépend de vous. Donc, ça, c'était pas notre objectif. C'est pour ça que vous avez vu que tout à l'heure, mon formulaire, je l'ai ajouté peut-être en haut.
C'était pour, juste pour vous montrer que je viens de la page de contact parce que mon formulaire était lié à la page de contact parce qu'on travaille sur un site qu'on avait déjà installé et on veut le personnaliser en fait. C'est la personnalisation que je montrais. Vous avez vu qu'on a personnalisé pour changer par exemple le nom qui était en français. En anglais, là, on les a mis en français. Dans un autre widget, on va tout rester dans le même site que nous avons déjà installé. Un autre widget qu'on voit le plus souvent, c'est le widget pour les témoignages. Donc, je disais tantôt que dans les sites internet qu'on crée, en fait, le plus souvent, on aura des options, on aura des sections, en fait, pour faire les témoignages. C'est très important. Si vous faites de la prestation de service ou alors si vous faites le e-commerce, il faut souvent avoir des messages de retour client. Si vous allez dans tous les grands sites e-commerce qui existent dans le monde, vous verrez très bien que à chaque fois, ils ont toujours dans quelque part, que ce soit au niveau du produit ou que ce soit, des témoignages clients. Donc, les clients qui donnent leur avis. Ça peut être les avis, ça peut être les témoignages des clients. Et pour le faire, rien n'est plus compliqué. Il faut tout simplement aller sur la page en question et le placer où vous voulez. Donc, c'est à vous de choisir où est-ce que vous allez mettre dans ici vos témoignages. Bien évidemment, vous pouvez construire vos témoignages vous-même en utilisant le constructeur Elementor ou alors, pourquoi il peut dans ça? Donc, vous pouvez construire vous-même votre, votre zone de témoignage ou alors vous-même ou alors utiliser directement les modèles proposés par Elementor. Bon, parfois, Elementor va proposer des modèles qui sont payants, libre à vous. Si vous avez les moyens de payer, vous payez, mais c'est très cher. Leur solution est très chère. Donc, parce que la dernière fois, je vous ai montré un peu comment on ajoute les éléments dans une page. Donc, supposons que je veux par exemple aller au niveau de accueil. Je pense que cette méthode ici prend un peu du temps. Je vais aller tout simplement ici en accueil là. C'est modifié avec Elementor. Ok. Attendant qu'il charge. Donc, si je suis parti dans ma page d'accueil, le plus souvent dans les sites web vitrines, ça on va appeler ça site web vitrine, qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, on va souvent mettre les témoignages à l'accueil. Par exemple, vous faites dans les formations, vous pouvez décider, ça dépend de vous, c'est libre à vous de faire cela. Vous pouvez décider de mettre une option de témoignage. Ça, c'est ce qu'on appelle des blocs dynamiques, comme je l'ai dit au début. Donc, des widgets dynamiques, en fait. Ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre d'afficher, par exemple, un avis ou alors une citation. Ça peut être avec une image, par exemple, de profil, le nom du client. Et vous pouvez le personnaliser à votre guise. Et il y a plusieurs manières de les afficher. On peut les afficher soit en créant ce qu'on appelle un carrousel. Un carrousel, c'est quoi? C'est un ensemble d'images là qui vont défiler, peut-être de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche. Ou également, on peut le mettre, ou alors on peut l'afficher également avec des grilles. Donc, si vous regardez par exemple ici, là, ça c'est un exemple. Donc, ça c'est par exemple un témoignage d'un client, ouais, que c'est le constructeur de ce thème, de ce modèle de page ici, lui-même il a créé pour lui. Et vous pouvez vous-même le faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement créé. Vous cliquez ici là pour voir. On a créé un conteneur. Dans le conteneur, qu'est-ce qu'on a mis? Premièrement, on a encore mis quoi? Un autre conteneur. Et dans le conteneur, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement le titre. Après le titre, qu'est-ce qu'on a? On a un paragraphe. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a une image. Après, ce qu'on a? Après, on a tout simplement un titre encore. Et un autre titre. Vous voyez que c'est presque, je dis comment? C'est presque la même chose que nous avons fait l'autre jour. On sera libre à vous de choisir ou d'utiliser ce que vous voulez. J'ai dit quoi? On peut le faire en carrousel, c'est-à-dire quoi? De la gauche. Donc, nous mettre sur une ligne et le faire défiler. Ou bien alors, créer nous-mêmes. L'avantage maintenant avec Elementor, c'est quoi? Que Elementor, lui, nous propose directement des. Je dis comment on appelle ça? Elementor nous propose directement un widget de témoignage. Donc, voilà l'avantage encore d'Elementor. Ce n'est pas à nous d'aller créer encore le widget de témoignage. Il y a deux options qui s'offrent à nous. Ouais, ici, là, eux, ils ont directement utilisé un conteneur, ils ont ajouté le titre et donné, ajouté un bloc maintenant, c'est là de témoignage. Je peux encore ajouter un deuxième témoignage si je veux. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur plus ici, là. Je cherche témoignage. Bonjour, le nom c'est quoi? Témoignage. Euh, c'est passé. Témoignage. Pourquoi il ne s'affiche pas? Pourquoi il ne s'affiche pas?
On va regarder ça ensemble. Et agree. Ok. Alors là, il est passé où? Ok, le voici. Ah, j'ai oublié l'accent tout à l'heure. Dans ce témoignage avec l'accent. Désolé. Vous voyez, ils ont déjà un bloc témoignage qui permet de faire quoi? D'ajouter un témoignage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tire, je le mets tout simplement là. Qu'est-ce qu'il me propose? Ça veut dire quoi? Quand on va ajouter un témoignage, il y a quoi? Il y a le texte du témoignage, il y a le nom de l'auteur, le titre de l'auteur et la photo de profil de l'auteur. Libre à nous maintenant de configurer comme on veut. Là, vous voyez qu'ils ont configuré ça sur la colonne. Et également, ici, là, par défaut, c'est comment à gauche, on a l'image, à droite, on a le texte. Donc, nous, on peut également le modifier ici, là, à notre guise. On peut changer l'image. On va tout simplement venir ici. On prend peut-être ici, on met là. On peut changer le nom tout simplement là. Donc, quand vous êtes sur l'élément, en fait, à gauche, ici, là, vous avez tout. Hein. Donc, libre à vous, je peux tirer ça et configurer comme je veux pour ne pas être buté ici. Donc, sur le témoignage, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on a le contenu. Donc, la personne qui laisse le témoignage va donner son commentaire là. Vous allez choisir après la photo de la personne. Maintenant, il y a le nom. Comment est-ce que vous voulez afficher l'image également? Vous pouvez choisir le nom de la personne. Vous pouvez modifier. Vous pouvez dire par exemple là, c'est lui. Son rôle, on peut afficher. Si on veut par exemple mettre une URL, quand on va cliquer dessus, ça va aller quelque part. On peut également ajouter. On peut modifier également la position de l'image. Regardez par exemple, ici, ils ont modifié la position de l'image, contrairement ici. On libre à vous de modifier comme vous voulez également. Je peux donc changer cela, mettre plutôt l'image, la photo en haut. Mais moi, je pense que comme ça, de côté, c'est plus mieux, c'est beaucoup plus professionnel. Donc, libre à vous donc de modifier ce que vous voulez. Vous pouvez également modifier le style. Au niveau du style, c'est quoi? Quand on parle de style, vous connaissez déjà. Vous pouvez modifier la couleur du texte, vous pouvez modifier la typographie, vous pouvez modifier l'ombre du texte. Donc, libre à vous. Au niveau de l'image, vous pouvez modifier l'image si vous voulez et appliquer vos différents styles. Nous avons déjà vu tout cela, donc ça, c'est que les détails. Donc, voilà comment on ajoute, par exemple, l'option, comment on ajoute, par exemple, ici, là, les témoignages dans un site. Mais maintenant, pour le design, c'est vous qui décidez du design. Dans le template que nous avons choisi, en fait, si on préfère d'afficher juste un témoignage. Mais nous, on veut vouloir, par exemple, ajouter plusieurs. Alors, vous savez comment on ajoute. Donc, vous pouvez créer, par exemple, ce qu'on appelle, je ne sais pas si avec ça, je peux déjà le faire. Vous pouvez créer ce qu'on appelle ici, là, bon, ça va pas nous perdre du temps. Vous pouvez créer vous-même ce qu'on appelle votre propre carrousel et venir l'ajouter à l'intérieur. Bon, ça ne va pas donner avec celui-ci. Celui-ci va prendre plutôt les images. Donc, on peut décider, par exemple, nous-mêmes ici, là, de créer notre propre modèle. Comment on crée notre propre modèle? Vous vous rappelez très bien ce qu'on a fait la dernière fois. Je vais tout simplement créer ce qu'on appelle une grille. Une fois qu'elle est créée, ma grille, je vais modifier tout simplement ma grille là. Dans ma grille, qu'est-ce que je veux par exemple? Dans ma grille, je veux par exemple mettre, je dis ça comment? Je veux par exemple je veux par exemple 5 personnes, donc je veux par exemple 3. Bon, supposons qu'on veut juste 3. On veut juste 3, témoignages. Donc libre à vous, ça peut être 4, ça peut être sur 2 lignes. Donc c'est libre à vous de choisir votre modèle. Moi, je veux par exemple 3, et les 3, je les veux par exemple sur une seule ligne. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends par exemple ici là, une grille, la grille, et ma grille est pleine largeur. Je vais venir ici là modifier tout en bas, si vous vous rappelez très bien, le nombre d'éléments. Je dis par exemple 3 colonnes, une seule ligne. Donc j'ai mon élément. Une fois que j'ai ça, je peux donner là donc. Si je veux même, je peux venir tirer même directement ça là, je mets à l'intérieur. Et de plus, je vous ai montré la dernière fois comment on fait. Donc, vous faites un seul, après vous dupliquez, vous le mettez dans les autres. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli. Donc s'il y a 3 personnes qui font comme ça, librement maintenant en fonction de ce que je veux, je vais devoir peut-être agrandir plus tard. Donc si je veux peut-être agrandir ça, qu'est-ce que je fais? Bon, ici, si vous regardez très bien, ici, là, il y a une marge interne qu'on a définie. Donc libre à vous en fonction du design que vous avez.
Donc, quand vous avez un template, là, par exemple, je vous montre juste comment modifier. Hein. Mais l'objectif, c'est que vous prenez un modèle qui... C'est lorsqu'on veut choisir un modèle, en fait, on se rassure sur toutes les pages. On va visualiser toutes les pages. Est-ce que toutes les pages sont à peu près ce que je veux? Et après, on adapte. Donc, maintenant, après, je vois peut-être que le modèle, s'il ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Je vais le supprimer. J'adopte ma part. Donc, voilà comment on travaille, en fait, lorsqu'on est en train de faire un site internet avec eux, avec WordPress. Donc, c'est libre à vous. Donc, maintenant, en fonction du design que vous voulez, vous allez personnaliser maintenant chaque contenu. Ça dépend de vous. Donc, ça, c'est la version. C'est une version très facile. Mais également, la deuxième méthode pour ajouter les témoignages, c'est quoi? Si vous vous rappelez très bien, vous avez parlé en fait des modèles. Donc, vous pouvez également regarder au niveau des modèles. Est-ce que Elementor a proposé un bloc, par exemple, de témoignages? Vous allez venir regarder. Forcément, il y en a, mais ça sera payant. Ce qui est sûr. Il peut également avoir les blocs gratuits. Vous pouvez là regarder au niveau des blocs. Vous regardez s'il y a un bloc, par exemple, témoignage. Ici, il y a le bloc témoignage qui vous plaît. Alors, vous le sélectionnez tout simplement. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, il y a même des pages gratuites dans lesquelles, autant pour moi, il y a l'option témoignage. Vous dupliquez la page, vous copiez juste la partie en question, vous allez coller. Donc, sur Elementor également, ça fonctionne avec les copier-coller. Donc, quand vous regardez au niveau d'ici là, s'il y a un bloc témoignage et que ça vous plaît, vous allez tout simplement l'insérer. Bon, là, on ne va pas trop s'attarder dessus, c'était juste pour vous montrer. Retenez très bien que nous sommes uniquement au niveau de la personnalisation. Donc, l'objectif, c'est de personnaliser tout simplement le design qui est devant nous. Et donc, en personnalisant, vous voyez que j'ai personnalisé en retirant ce qui était déjà là. Parce que moi, par exemple, ça ne me plaisait pas. Et étant donné que ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement l'agrandir. Est-ce que c'est clair pour vous? Question? Vous voyez, j'ai modifié par exemple ici la largeur du contenu ici, pour que ça prenne beaucoup plus une grande largeur. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va donc continuer. Question? Ok. Mais Madame Begard, est-ce que vous m'écoutez? Peut-être les autres ont des problèmes de connexion. Ok. Donc voilà par exemple un exemple de témoignage que nous avons créé. Nous avons personnalisé ce qui existait déjà. C'est l'objectif, hein. On vient toujours personnaliser et on modifie quelques éléments qu'on a besoin de modifier et c'est tout. Donc en révisant, vous allez voir très bien tout le processus qui a été fait. Donc l'un des éléments également qu'on peut modifier dans notre page d'accueil, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le CTA, le Call to Action. Donc, et si vous vous rappelez très bien, je vous ai bien parlé en fait du Call to Action au début du cours. Notamment lorsqu'on parlait des quoi c'était au niveau déjà de design, si je ne me trompe pas, de la wireframe. Alors, le call to action, alors, c'est quoi? Le plus souvent, vous allez voir, on va écrire CTA. Le call to action, je vais le redéfinir, c'est tout simplement ici là un bloc qui va inciter le visiteur à passer à l'action. Ça peut être par exemple dans un site où on demande aux personnes de s'inscrire. Ça peut être s'inscrire. Ça peut être par exemple un site, si c'est un site par exemple de prestation de services, on va dire par exemple demander un devis. Si c'est un site par exemple de vente en ligne, on va dire par exemple acheter. Ça peut être contactez-nous, ainsi de suite. Alors maintenant, un bon call to action en fait doit être visuellement percutant. Je vais rappeler cela. Il doit être bien positionné dans le site internet. Il doit être orienté vers l'objectif du site. Donc, le titre de votre call to action doit être parlant. Il doit être orienté vers l'objectif de votre site en fait. Donc, moi, par exemple, ici, là, quand je viens, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant même de parler de ça, c'est que quand les constructeurs créent, par exemple, des modèles de page comme ceci, tous les textes qu'ils ont mis à l'intérieur, ce sont des textes génériques. Hein. Donc, ce sera à vous maintenant de modifier ces textes. Donc, c'est juste des exemples qu'ils vous donnent. Et libre à vous de maintenant venir modifier cela. Donc, par exemple, dans notre cas, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'un call to action doit être percutant. S'il doit être percutant, ça veut dire que forcément, il faut déjà que nous puissions modifier ce call to action. Et si vous voulez créer un call to action qui est percutant, donc qui respecte les standards des bons call to action, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous l'ajoutez dans une section de votre site. Donc, je vous ai d'abord vous explique le premier jour que nous avons vu Elementor. Je vous ai un peu expliqué comment on a fait ceci. Je crois que c'est aujourd'hui même. Qu'est-ce que nous avons fait? On a ici là un conteneur dans lequel on a créé deux colonnes. Regardez bien ici là. Je vais vous montrer un peu un exemple ici.
On a créé 2 colonnes. Ici, là, vous voyez qu'il y a un espacement là. On a défini ce qu'on appelle l'image interne pour positionner l'élément en question aussi. Et on a mis un vide ici là pour que celui-ci ne prenne pas toute la largeur. Parce que si on ne créait pas 2 colonnes, en fait, on ne peut pas avoir ce visuel-ci. Donc, c'est pour vous dire que quand vous créez vos contenus, sachez que parfois vous allez mettre les colonnes vides et ne rien mettre à l'intérieur, tout simplement pour bien positionner l'élément. Pour faire ceci, en fait, c'est simple pour vous. On a un conteneur qui existe. Dans le conteneur, on a 2 colonnes. Dans la première colonne, on a juste le titre, le texte, un bouton. Donc, on va passer par exemple le call to action. Donc, si on va ajouter un call to action, en fait, c'est la même chose qu'on fait. Donc, dans la construction d'un call to action, en fait, c'est toujours dans une section principale. Bon, ce n'est pas toujours la section principale, c'est toujours, en fait, dans une section. Et dans cette section, qu'est-ce qu'on aura? On aura toujours un titre pour afficher l'accroche. Parce qu'un call to action, en fait, va suivre ce qu'on appelle une accroche. L'accroche ici, par exemple, c'est quoi? Create amazing business website. Ça, c'est l'accroche qu'on a déjà. Également, après l'accroche, on aura toujours un texte. C'est-à-dire quoi? Une phrase motivante. La phrase motivante peut être quoi ici là? Que, par exemple, nous créons depuis peut-être 5 ans, nous accompagnons par exemple depuis 5 ans des entrepreneurs pour réaliser les sites web de leurs rêves. Ça, c'est par exemple une phrase d'accroche qu'on peut mettre ici là, à l'intérieur. Maintenant, une fois que vous avez mis la phrase d'accroche, donc, vous devez donc ajouter ce qu'on appelle un widget qui va vous servir de bouton. D'un widget de bouton que vous allez personnaliser afin que ce dernier, cela vous serve comme votre bouton d'action. Ça va par exemple être quoi? Demander un devis gratuit qui va conduire vers quoi? Vers un lien de notre site internet. Ça va être par exemple le lien de notre page d'accueil. Parce que quand il va cliquer dessus, Get Started, on va par exemple écrire ici là, demander un devis gratuit. Et lorsqu'il va cliquer dessus, ça va le renvoyer donc vers la page de contact. Parce qu'il veut demander un devis, il faudrait qu'il décrive son besoin. Il nous donne son nom, il nous donne son numéro de téléphone, il nous donne son email. Et c'est tout. Et maintenant, on va personnaliser également la couleur. Qu'est-ce qu'il dit? La couleur également, quelque chose de beaucoup important. Il faut que le contraste soit élevé pour attirer l'attention. Donc, si vous vous rappelez très bien, on avait dit ici là que le call to action en fait doit attirer l'attention. Et du coup, il doit être coloré en fait en fonction de notre charte graphique. Également, le fond. Le plus souvent, le fond en fait qu'on utilise, ça doit être distinct en fait de la couleur de notre site internet. Bon, dans l'ensemble, hein, c'est pas obligé, mais on peut tout partir sur un fond qui est différent de notre couleur principale. Regardez par exemple, si ils ont mis une sorte de noix, ils ont cassé un peu. Pour dire que le fond, c'est pour que ça attire en fait un peu les gens qui arrivent en fait. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Donc, le plus souvent, lorsque vous allez créer des call to action, rappelez-vous très bien de ça. Tous les sites que vous allez créer auront des call to action. Et au niveau des call to action, en fait, on va toujours utiliser ce qu'on appelle des boutons, des verbes d'action. J'ai rappelé cela dans le cours lorsqu'on parlait de design. Le call to action, en fait, doit utiliser tout ce qu'on appelle un verbe d'action. J'ai mentionné ça tout à l'heure. Réserver, découvrir, télécharger, essayer. En fonction du contenu, enfin, en fonction du type de notre site, on doit utiliser le bon verbe d'action adéquat. Et maintenant, la position en fait du call to action ou alors du CTA doit être toujours au-dessus de la ligne flottante. Donc, il ne faudrait pas que lorsqu'on est sur notre site internet, le call to action, on ne doit pas en fait scroller pour voir le call to action. Le call to action doit être positionné de telle sorte qu'on n'ait pas besoin là de scroller sur tous les appareils. Donc, rassurez-vous toujours que le call to action est bien placé et que sur tous les appareils, il sera toujours et toujours visible. On ne doit pas scroller ou alors on ne doit pas aller à la fin de notre page en fait pour voir notre bouton d'action. Donc, le call to action, en fait, c'est la porte d'entrée de votre site internet. Et si vous ratez le call to action, en fait, c'est problématique. Il faudrait que quelqu'un vienne. C'est la première des choses que quelqu'un va aller sur votre site. Ouais, que dès qu'il arrive, voilà la première page, voilà la première section qui s'affiche. Il faudrait qu'il puisse voir directement et puisse passer à l'action. Donc, ça incite en fait l'utilisateur à passer à l'action. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, pour ajouter un call to action, c'est tout simplement un bouton, comme je dis tantôt. On vient toujours au niveau d'ajouter un élément. On cherche tout simplement bouton. Vous voyez, dès qu'on a notre bouton, on va tout simplement le tirer et le placer où on veut. Et une fois qu'on l'a placé, qu'est-ce qu'on fait?
on le personnalise. Première des choses, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on va d'abord mettre d'abord un titre là qui incite à passer à l'action. Je modifie tout simplement mon titre. Je vais tirer là pour le modifier facilement. Dans mon titre, comment il s'appelle? Le type c'est quoi? C'est d'abord un bouton. Je peux décider de choisir le type ici là ou bien je peux personnaliser moi-même plus tard. Mon type c'est quoi par exemple? Mon type par exemple c'est, je dis par exemple que danger. Bon, ça va dépendre du type de votre site. Si par exemple je suis du bleu et du orange, je prendrai ici là le orange. Maintenant au niveau du texte qui sera sur le bouton, c'est quoi? J'ai dit ici là qu'on va prendre un texte qui est par là, en fonction du type de site internet. Par exemple, je vais dire demander un devis. Donc, si je fais de la prestation de service et que cela demande par exemple un devis, je peux demander d'ici là, demander un devis. Et ce qui va encore accrocher, je vais dire par exemple gratuit. Lorsque je vais donc dire demander un devis gratuit, vous voyez que quelqu'un va venir là, il sera incité donc aussi là à cliquer pour avoir son devis gratuitement. Parce que je suppose que lorsque quelqu'un a un projet et qu'il n'a pas un devis déjà, il veut connaître au moins quel est le prix que je vais pouvoir dépenser ou alors quelle est la somme d'argent que je vais devoir dépenser pour avoir mon projet fini. Donc, en mettant ici là à demander un devis gratuit, ça vous permet ici là d'inciter l'utilisateur à pouvoir cliquer dessus pour partir, pour vous demander le service. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce que je dois donc faire de plus? Au niveau du lien. Alors, au niveau du lien, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du lien, maintenant, on peut donc ajouter le lien. Quand on va cliquer maintenant sur notre bouton demander un devis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faudrait qu'il soit redirigé, en fait, c'est là, vers notre formulaire qui permet de recueillir ces informations. Et ce n'est rien d'autre, en fait, c'est là que notre formulaire de contact. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On ouvre tout simplement notre formulaire de contact. On va tout simplement copier notre formulaire de contact. Ici, là, je vais tout simplement copier l'adresse du lien. Une fois qu'il est copié, je viens tout simplement mettre cela ici au niveau de lien. Si vous voulez également, vous pouvez mettre une icône libre à vous. Souvent, vous allez voir par exemple des icônes. Ça permet d'embellir. Donc, ce sera libre à vous. Soit vous téléchargez une image SVG. Soit vous venez ici là chercher s'il y a par exemple une icône qui symbolise le devis. Ou bien une icône par exemple qui symbolise un formulaire. Ou bien, en fait, ça dépend de vous. Vous choisissez le formulaire qui vous plaît en fait. Tu peux prendre par exemple une flèche. Arrow, il peut par exemple prendre ça. Insérer. Vous voyez que ça embellit beaucoup plus mon design. Si je viens un peu là, j'essaie d'enregistrer. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli par rapport à l'ancien. Je reviens là. Qu'est-ce que je peux encore faire? Maintenant, je peux donc gérer l'espacement ici entre l'icône et mon texte libre à moi. Je peux donc augmenter ça. Je peux même décider de placer de où je veux placer mon icône. Parce qu'ici à droite, c'est beaucoup plus mieux. Donc, voilà les éléments que vous pouvez personnaliser donc, au niveau de votre bouton d'action. Également, vous pouvez encore entrer dans les styles. Si vous voulez donc modifier encore le style de contenu, si je veux gérer le positionnement, est-ce que je veux centrer? Je peux donc décider de le centrer si je veux. Mais je pense qu'à gauche, c'est beaucoup plus mieux. Je peux changer la typographie si je veux. On a vu ça la dernière fois. C'est-à-dire quoi, je peux changer la taille. Libre à moi. Et je peux gérer la taille également sur mobile. Parce que forcément, sur mobile, le bouton sera bizarre. Donc, il va falloir gérer. Regardez par exemple comment c'est sur mobile. C'est pas joli à voir. Donc, sur mobile, il va falloir donc ici là modifier la typographie pour que ça puisse entrer sur une même ligne. Vous voyez que je suis en train de gérer déjà le responsive. Et c'est comme ça que vous devez tout travailler. Dès que vous faites un bloc, gérez directement son responsive avant de passer à la suite. Parce que si vous dites que vous allez faire ça à la fin, vous allez oublier certaines sections en fait. Donc, dès que vous ajoutez un contenu, regardez directement s'il est responsif et vous le gérez. Et l'avantage avec lui, c'est que avec Elementor, vous pouvez gérer ça très facilement. Vous voyez que j'ai géré directement, il s'affiche. La tablette, il est joli. Sur mon ordinateur, il est également joli. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez encore modifier. Vous pouvez modifier encore quoi? L'ombre, si vous voulez mettre de l'ombre,
Vous pouvez gérer, si vous voulez gérer encore les espacements, par exemple d'ici à ici, libre à vous, je vous conseille comment on le fait au niveau ici là des paramètres avancés. Vous avez laissé là au niveau de la mise en page, vous pouvez gérer la marge, vous pouvez également gérer la marge interne. Donc, si je veux par exemple qu'il y a beaucoup plus d'espace en haut et en bas de mon bouton, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tout simplement sur marge interne, je gère ici là en haut, il peut augmenter l'espacement en haut. Vous voyez? Donc, puisqu'il y a la même chose en bas, il colle ça seulement, il copie tout simplement, je viens en bas, je colle. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments que vous pouvez donc ici là gérer. Ok. S'il y a des questions jusqu'ici. Question? Ok. S'il n'y a pas de questions, on va donc continuer. Bon, un autre élément qu'on peut personnaliser ou alors qu'on peut ajouter dans un site internet de prestation de services, c'est quoi? C'est la carte. Alors, monsieur Loïc posait la question de la carte tout à l'heure. Peut-être qu'il ne connaissait pas à quoi c'est réellement la carte. La carte est très importante dans un site web de prestation de services ou alors dans un site web vitrine complètement. Lorsqu'on parle de site web vitrine, c'est le site web pour présenter son activité, pour présenter une entreprise, pour présenter une organisation et tout. Et il doit toujours avoir une carte en fait. C'est recommandé. Parce que quand vous avez une carte, en fait, ça permet aux gens de venir d'avoir votre localisation en fait facilement. Donc la carte est très importante en fait. Donc lorsque nous sommes en fait dans un site de prestation de services ou un site web vitrine d'une entreprise, il est toujours important de mettre la carte. Si vous avez un siège fixe, parce qu'à travers la carte, quand quelqu'un vient dans un site internet et qu'il veut connaître votre localisation, il va directement aller dans le formulaire de contact. Raison pour laquelle vous allez voir ici, le formulaire de contact, en fait, lui, il présente quoi? Premièrement, il a vos informations, votre localisation, il a votre email, il a vos numéros. Et également, il faut qu'il y ait, en fait, ici, là, une carte qui permet de vous localiser, en fait. C'est la raison pour laquelle on va toujours exiger, ou alors on préconise de toujours et toujours ajouter une carte, en fait, de localisation sur votre site vitrine. C'est très important, en fait. Et pour ajouter une carte, en fait, dans votre site internet, c'est très facile. On utilise toujours ici, là, Elementor. Et pour ajouter une carte, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous êtes sur votre page, en fait, donc je suppose que je vais ajouter la carte sur cette page. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais tout simplement au niveau de l'ajout des widgets également. Je dis par exemple que bon, par exemple ici, c'est peut-être pas joli ici là. Je peux donc le supprimer ici là. Je peux le supprimer ici. Si je veux, je peux tout simplement cliquer là, effacer. Vous voyez que j'ai supprimé ça. Je peux donc décider de supprimer également ceci. Maintenant, je peux donc le mettre plutôt ici en bas. Je peux le mettre plutôt en bas pour que ça soit beaucoup plus séparé et pour que ça s'affiche aussi de manière visible. Je vais tout simplement cliquer dans ici. Bon, je vais supprimer également ceci. Je dois ajouter un nouveau contenu qui sera flexible. Je vais prendre un flexible sur la colonne. J'ai ajouté un nouveau conteneur. Une fois que j'ai ajouté mon conteneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il m'en veut au niveau des widgets. J'ajoute un nouveau widget qui s'appelle Google Maps. Google Maps, c'est l'une des cartes les plus utilisées au monde. Donc, vous tapez tout simplement la Google. Vous tapez tout simplement Map. Quand vous allez taper Map, il va vous donner Google Maps. Bon, il faut toujours tirer, glisser pour que ça s'intègre exactement où vous voulez. Donc, vous voyez que voilà ma carte que je viens d'insérer en quelques temps. Et quand vous insérez une carte, en fait, il faut donc donner l'emplacement. Donc, libre à vous, il faudrait que vous mettez la localisation. Quand vous allez mettre la localisation, automatiquement, il va mettre ce point rouge ici que vous voyez. Donc, si je reprends par exemple la même chose ici, si ça existe en fait, qu'est-ce que je fais? Si ça existe en fait, il va donc localiser ça très rapidement. Parce qu'en fait, il y a l'ordre en fait. Donc, s'il reconnaît exactement votre localisation, forcément, il va directement aller. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'était plutôt ici. Donc, s'il vient là au niveau de l'emplacement, je quitte là, je mets directement mon emplacement.
il va chercher en fait l'emplacement de manière automatique sur Internet. Et s'il trouve, il va directement le localiser à partir des boutons que vous voyez là. Vous voyez, il a localisé, il va le placer. Donc si votre adresse est correcte, surtout dans les pays où la boîte postale fonctionne bien, la localisation fonctionne bien, il va directement localiser cela et vous donner. Et vous pouvez également choisir la taille, hein, ça va être libre à vous de choisir la hauteur que vous voulez. Le plus souvent, on conseille de prendre soit en VH, soit en REM. VH, c'est ce qu'on appelle le viewport high, donc la taille de la hauteur en fait de l'écran. C'est beaucoup plus mieux. Si pas un viewport high, il peut dire par exemple que affiche-toi à chaque fois sur la moitié de la taille de l'écran. Il peut dire même dire 100% pour que ça s'affiche et que l'utilisateur puisse bien voir. Vous voyez que en 2 secondes, j'ai ajouté ma carte. Or, s'il fallait que je code ça avec du HTML, CSS, JavaScript, ça allait me prendre des jours pour intégrer une telle carte et pouvoir donc mettre ma localisation. C'est beaucoup plus facile. Je peux gérer donc en plus le style et les paramètres avancés, juste pour aligner comme je veux. C'est important, ça permet aux personnes donc de vous localiser facilement et de savoir que vous êtes quand même localisé quelque part. Est-ce que c'est clair pour vous? Et il y a également une autre méthode. Il y a une autre méthode pour pouvoir définir ça. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus détaillé. Si vous utilisez souvent Google Maps, vous devez connaître. Quand on est sur Google Maps, en fait, quand nous sommes sur Google Maps, on peut copier son adresse. Vous pouvez copier votre adresse sur Google Maps. Vous venez tout simplement donc saisir ici. Donc, si par exemple vous n'avez pas exactement l'emplacement en fonction de la boîte postale, la route et tout, vous allez tout simplement sur Google Maps. Il y a une option quelque part là. Quand vous êtes sur Google Maps, vous copiez tout simplement votre adresse. Vous venez copier. Bon, c'est pas l'objectif du coup. Si vous avez des difficultés plus tard, je pourrais peut-être vous aider. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on insère, par exemple, ici, une carte, il y a ce qu'on appelle les iframes. Donc, c'est ce qu'on appelle les iframes. WordPress utilise ce qu'on appelle les iframes pour donc ici, là, coller le contenu, en fait, de notre site. Et vous parlez tout à l'heure que vous pouvez donc utiliser Google Maps. Pourquoi on peut utiliser Google Maps? Avec Google Maps, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement venir, c'est-à-dire qu'on va ajouter, par exemple, un code court. On peut dire qu'on va ajouter un code court. On met là en bas, par exemple. Et le code court, ça sera quoi? Google Maps peut vous donner, par exemple, ce qu'on appelle, je vais vous montrer ça rapidement. C'est aussi intéressant. Donc, avec Google Maps, en fait, vous pouvez copier dans votre code court et venir tout simplement le coller là. Donc, ça sera à vous de choisir quelle est la méthode la plus propice pour vous. Donc, quand vous allez aller sur Google Maps, il y aura une option en fait qu'on appelle, j'ai oublié comment on appelle ça. Il y aura un réglage qui va vous permettre en fait de pouvoir copier le code de votre adresse. Donc, quand vous serez localisé quelque part en fait, on va vous demander par exemple de copier le code. Et une fois que vous avez copié le code, donc, vous allez venir tout simplement ici là, l'insérer. Et quand vous allez l'insérer, vous pourrez donc ici là voir exactement votre adresse. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc c'est très bien. Je peux vous montrer ça maintenant. Donc, là, par exemple, je suis sur Google Maps. Si je suis sur Google Maps, par exemple, je suis dans mon entreprise. Qu'est-ce que je fais? Il faudrait que je localise mon entreprise. Donc, si par exemple, je veux définir mon entreprise, qu'est-ce que je fais? Je vais donc ici là me localiser. Une fois que je me suis localisé, qu'est-ce que je fais? Donc, si par exemple, je vais modifier ici là. Non, c'est plus ça. Une fois que je me suis localisé, en fait, donc, je suppose que je suis ici là chez moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout simplement définir ça comme étant mon lieu de travail. Si je définis comme étant mon lieu de travail, après, je peux donc le copier pour l'intégrer quelque part. Et qu'est-ce que je dois faire donc? Je vais tout simplement venir ici là. Une fois que je suis localisé, je clique tout simplement ici. Qu'est-ce que je fais? Je copie. Il y a une option là pour faire l'intégration. Il vient tout simplement se partager ou intégrer la carte. Une fois que j'ai partagé, intégré, je viens ici là sur intégrer une carte. Je vais donc prendre ici là l'option intégrer une carte qui est ici là. Je vais donc copier le contenu HTML. Une fois que j'ai copié le contenu HTML, donc, je peux donc l'utiliser ici là sur mon site. Je peux donc venir ici là. Donc, si je ne veux pas prendre le code court,
Le code course, si j'ai créé ça sur mon site, sur les pages de mon site, ce que je peux faire, c'est que je peux donc revenir ici, je peux supprimer ça, je vais donc insérer un code, je vais prendre un code HTML, je vais prendre mon code HTML, je le colle tout simplement là. Vous voyez que dès que je colle là, il doit localiser directement l'endroit où je suis. Donc, il faudrait que je me suis localisé directement ici là, à partir de Google Maps. Donc, quand je suis dans mon entreprise, ou bien si vous êtes dans l'entreprise du client, vous le localisez. Puisqu'il n'y a pas une adresse claire, vous allez dans l'entreprise, vous le localisez directement à partir de l'entreprise. Et vous faites ce que j'ai fait là pour donc avoir la localisation. Vous voyez que j'ai inséré ça de deux manières. Il y a également le code court. Le code court, ceci, vous avez donc créé une page et vous allez copier juste le code de la page et venir l'insérer ici. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ok. Donc, nous avons donc vu là comment on ajoute donc ici une carte et on a vu comment on ajoute un formulaire. Un formulaire. Donc, également, lorsque vous créez vos formulaires, il faut bien évidemment ici là bien personnaliser cela afin que ce soit visible, que ce soit beau. Donc, comme par exemple, ici, vous avez vu que tout à l'heure, c'était pas joli quand il y avait par exemple celui-ci. Donc, je l'ai retiré. Même chose avec celui-ci. Bon, c'est vrai qu'avec ça, c'est beaucoup plus joli, mais on peut également le retirer. Genre, on va laisser ça sur une seule colonne et ceci peut être dans une autre colonne, mais en deux colonnes avec ceci, c'est déjà abordable. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on puisse passer à la dernière partie? Ok, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Ok, je suppose si personne n'a réagi. J'espère que vous m'écoutez au moins. Ok. Donc, je vous ai montré les éléments, les principaux éléments dynamiques. Il y a le formulaire que nous avons vu. Après le formulaire comme élément dynamique, qu'est-ce qu'il y a encore? Après le formulaire comme élément dynamique, on a ce qu'on appelle ici la carte. Il y a la carte. Et après l'élément dynamique, encore, ce qu'on appelle le call to action. Donc, voilà les principaux éléments dynamiques que je voulais qu'on voit aujourd'hui et qu'on personnalise dans notre site d'exemple que nous avons vu la dernière fois. Donc, c'est très important pour vous lorsque vous voulez créer un site internet de pouvoir donc personnaliser ces éléments-là. C'est les premiers éléments que vous allez personnaliser lorsque vous serez en train de créer un site internet et que vous avez installé un template suivi d'un modèle de page. Vous voyez qu'à partir de ceci que j'ai personnalisé, mon site est déjà beaucoup plus mieux. À partir également de vous voyez que j'ai personnalisé également ceci, un autre élément dynamique, les témoignages. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli par rapport à ce qui existait. Et c'est très important dans un site internet. Également, nous avons personnalisé quoi au niveau de la carte, de la page de contact. Donc, ce sont les éléments en fait qui sont importants qu'il faut donc maîtriser. Donc, à chaque fois, je vous ai montré comment on ajoute cela et je vous ai montré comment je l'ai personnalisé dans notre exemple que nous avons commencé, notamment ici là où j'ai retiré. Mais ce qu'il faut noter, c'est que souvent, en fait, dans certains livres que vous allez lire ou alors dans certains tutoriels, on va souvent vous dire que c'est souvent bien de mettre la carte à côté de soit celui-ci, soit celui-ci. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va voir la carte et que vous êtes vraiment localisé, ça va l'inciter à remplir parce que c'est que donc vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous êtes localisé quelque part. Donc c'est très important lorsque vous travaillez pour pouvoir faire cela. Donc d'autres éléments, donc, quand vous avez un template que vous avez téléchargé, que vous avez installé autant pour moi et vous avez choisi votre modèle de page, il sera donc question, une fois que vous avez personnalisé les différents éléments dynamiques, les premières choses qu'on personnalise, formulaire de contact, bouton d'action ou alors call to action, témoignage, carte. Une fois que vous avez personnalisé les quatre, vous devez donc optimiser votre design. Vous devez prendre chaque section de votre design, essayer de l'optimiser. En commençant par quoi? La page à propos, la page contact. Il y a par exemple la page à propos que nous avons vue la dernière fois. Vous devez donc mettre à jour cette page ici avec vos compétences que vous avez apprises à Elementor. Vous voyez, le design est beaucoup plus fluide. Tout ce design que vous voyez ici là, c'est avec la méthode que nous avons construite là que nous pouvons la personnaliser. Si on clique par exemple sur modifier avec Elementor, on pourra donc changer les blocs que l'on veut. Il y a la page de contact que vous devez personnaliser, comme nous avons commencé à le faire. Il y a la page à propos également, comme ceci par exemple.
Vous voyez que s'il vient dessus, vous voyez que c'est presque la même chose que j'ai fait avec l'autre. Vous voyez que j'ai toujours ici, là, une section ici. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, en fait, c'est toujours une autre section qu'on a créée, mais on a fait quoi? On a déplacé la section. Donc, c'est pour créer, en fait, le design. Si vous venez au niveau des paramètres avancés, vous voyez que, regardez, au niveau de la marge. Donc, c'est avec ça qu'on joue, en fait. On a créé une section là. Après, on a créé une autre section qui a ceci. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé, en fait, la section-ci, la colonne-ci, en fait, afin qu'elle puisse monter, pour se positionner sur la colonne qui est derrière là. Donc, on est en train de jouer, en fait, ici avec le contenu pour pouvoir respecter notre design, en fait. Donc, c'est la même chose. Regardez un peu comme on a fait ici, là. Vous voyez qu'on a, on a un qui est derrière et on a un texte qui est derrière. Alors, comment on a fait ça? C'est simple. Le texte qui était là, en fait, on l'a descendu. On peut vouloir le descendre. Vous vérifiez cela, vous cliquez juste dessus, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bien mis notre test 01. On vient sur avancer. Vous allez donc voir. Soit on a déplacé vers le bas. Regardez là, par exemple, ici, là. On a déplacé vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez très bien. On a déplacé vers le bas de moins 52. Pour vous montrer que le design, en fait, c'est nous qui jouons avec notre design. Donc, vous voyez, on a un peu modifié certains éléments. Même chose ici, on a mis un texte là, une image, on le fait afficher sur toute la largeur. Notre colonne ici, là. Donc, tout ça, en fait, c'est ce que nous avons vu. Il n'y a rien de compliqué. C'est là que vous allez dire qu'on n'a pas vu, en fait. Ça, c'est une colonne. On a défini une colonne d'arrière-plan. On a mis deux éléments. Colonne à l'intérieur. La première colonne, qui est toujours un conteneur, a un titre, un texte. Ici, nous avons tout simplement un bouton que nous avons mis. C'est terminé. Donc, structurer la page, en fait, ça va dépendre de nous. Mais on conseille toujours de quitter d'un modèle de page et de le personnaliser à notre guise. Alors, j'espère que c'était bon pour vous. On va donc passer à la dernière partie. J'espère que le temps va nous permettre. Oui, je pense qu'on a encore moins de 19 minutes. On va pouvoir terminer avec la dernière partie. Donc ça, la dernière fois, je vous ai dit qu'on devait combiner deux jours aujourd'hui. Le jour, ça c'est la suite qu'on est en train de faire. La suite du jour, la suite du jour 6 qu'on est en train de faire. Donc la personnalisation de notre design en fonction de, accompagné de Elementor. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Question?